Et bienvenue à tous dans le Dorado Show. J'ai l'honneur de recevoir Antoine, qui est le parieur professionnel que je connais de plus proche dans mon entourage. Et on a la chance qu'il soit français et qu'on va pouvoir avoir une interview exclusive avec lui et parler de beaucoup de sujets. Comment vas-tu, Antoine? Et puis déjà merci d'être venu dans l'émission où tu as été très demandé sur la chaîne depuis peut-être un an facile. Quand est-ce que Antoine tu l'interviews, etc. Et c'est ce jour, le jour J, que Antoine, mon ami, est présent pour cette émission. Comment vas-tu? Salut Dorado. Bah, écoute, très bien, très bien. Ça me fait très plaisir d'être là également. Toujours un plaisir d'échanger de paris sportifs pour communiquer, partager à l'ensemble des parieurs nos connaissances. Super, super. Comment ça se passe un petit peu ta saison là, ton début de saison? Est-ce que tu fais du basket comme moi? Tu es spécialisé dans les cuts. Ouais, Et alors donc moi je suis spécialisé dans les cotes en basket depuis plusieurs années maintenant. Mon début de saison il est atypique, très bon début de saison, septembre-octobre, un mois de novembre là qui est très mauvais. Mais bon bah là on sait que la variance, on en parlera peut-être plus tard, ça fait partie du boulot de parieur. On maîtrise pas les résultats à court terme, à long terme normalement oui. Donc, début de saison, globalement bon, hein. Bon début de saison. ok, ok. Et comment tu fais pour préparer ce début de saison en fait? Parce que c'est une question qui revient souvent. Comment faire? Comment suivre le mercato? Comment suivre un petit peu faire la transition entre la saison N-1, N0? Comment toi tu gères? Parce que les débuts de saison, tu le sais comme moi que c'est compliqué. C'est pas évident parce que on fait des projections sur ce qu'il y a en termes de mercato, on fait des projections en termes de résultats à court terme. Est-ce qu'on s'adapte vite, pas vite? Donc c'est quand même un peu le foutoir le début de saison quand même. Bah, alors, c'est le football, moi, c'est une période que j'aime bien, qui m'a souvent réussi. Moi, j'ai remarqué déjà le basket, parce que je m'intéresse quand même maintenant depuis une dizaine d'années, que les équipes changent énormément. Quand tu vois les transferts de championnats de France, mais même beaucoup de championnats, les équipes changent énormément, l'entraîneur peut changer. Donc, en fait, en début de saison, on peut rapidement avoir des nouvelles dynamiques par rapport à la saison précédente. Donc, ce que je fais depuis quelques années, qui marche très bien maintenant, donc chaque année qui passe, je le fais encore plus. Je m'intéresse aux matchs amicaux, parce que ça, c'est une donnée qu'on peut quand même trouver qui donne un résultat. Moi, je travaille sur le nombre de points d'un match de basket, donc les matchs amicaux, bah, ça peut me donner une tendance, une équipe qui fait que des petits scores, une équipe qui fait que des grands scores. Donc, je m'intéresse aux matchs amicaux, même si je sais que forcément, il y a un petit piège parce que bah, les équipes jouent pas à fond, les meilleurs joueurs parfois sont pas là, ne jouent qu'une partie du match. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça donne des éléments. Je m'intéresse beaucoup à l'entraîneur aussi, puisque bah, le basket, c'est un sport de possession. Je vais pas t'apprendre les règles, 24 secondes pour tirer. Certains Euh, entraîneurs vont vouloir une construction lente, bien construite, donc tirer en 18-20 secondes. D'autres vont vouloir jouer très vite en contre-attaque. Donc selon l'entraîneur, l'équipe peut jouer plus ou moins vite. Et donc par exemple, moi, les entraîneurs, je les repère, enfin je les note chaque fin de saison en fait. Chaque fin de mhm. saison, je note l'entraîneur à quelle vitesse à peu près a joué son équipe. Comme ça, bah, l'année suivante, si je vois qu'il y a un changement d'entraîneur, ah, tel entraîneur, il jouait comme ça avant, peut-être qu'il va jouer comme ça dans cette équipe-là. Donc en combinant ces deux aspects-là, ça me permet d'être prêt en fait dès le premier match. Dès le premier Mhm. match officiel, j'ai une tendance sur les amicaux, j'ai éventuellement un changement d'entraîneur ou pas, qui du coup me dit soit ça change, soit on a une continuité. Et ensuite, bah, c'est une adaptation, c'est une adaptation par rapport au premier résultat. Parfois, ma lecture était bonne. On a par exemple un bon exemple, je pense citer en ce début de saison, c'est Aix-Maurienne en Pro B, qui était une équipe, on va dire, moyenne à tout niveau l'an dernier, qui a Mhm. changé d'entraîneur et qui a fait des amicaux avec des scores vraiment très, très, très élevés, des matchs à Ouais, c'est très 190, offensif. 190 Ouais. points. Mhm, Voilà, je voyais les statistiques, parce qu'en France, on a la chance d'avoir les statistiques pour les matchs amicaux, ce qui est assez rare sur le site de la LNB. Je voyais ça jouait vraiment très vite. Donc, et effectivement, Aix-Maurienne, cette année, a confirmé que c'est une équipe offensive, la plus offensive de la Pro B quasiment. mhm, Donc, voilà, ça, c'est un exemple sur lequel j'ai pu me positionner dès le début, trouver donc des grosses values. Parce Parfois, il y que a des exemples où je me trompe, mais au ouais, ouais. global, ouais, ça Ouais, marche très ouais, bien. parce qu'en plus les bookmakers en opening souvent prendre notamment Pinacle les cotes enfin les stats de l'an dernier principalement et après vont laisser les parieurs comme toi qui ont suivi les amicaux, qui ont suivi le mercato réguler les différentes cotes quoi.
Et donc, Voilà, c'est t'arrives ça. à avoir un avantage dès le début de saison, dès les débuts de saison. Donc, toi, en over-under, les entraîneurs ont plus d'impact que les joueurs. Alors, les joueurs ont un impact. C'est vrai que j'ai pas précisé que les joueurs, moi, donc, je fais énormément de volume. C'est-à-dire, je fais tous les championnats quasiment proposés. Donc, depuis que je suis par ailleurs, je dois avoir un historique de. Je sais pas si j'atteins les 100 000 pronos, mais Oh, tu je dois dois pas pas être en loin. être si loin que ça. Peut-être que comme Donc, le du coup, BTC bientôt, là. effectivement, on a un petit œil parce qu'on discute un peu crypto-monnaie de temps en temps. On a un petit œil sur le Bitcoin qui pourrait passer les 100 000 lors de ce live. Ça serait Euh, vraiment beau. ouais, ça serait beau. 100 000 dollars. Donc, Clairement. non, les joueurs, en fait, c'est à part en NBA où là, on a l'information facilement, et donc forcément, avec le temps, je commence à connaître les meilleurs joueurs. Et je remarque effectivement quand LeBron James n'est pas là aux Lakers, quand Trae Young n'est pas là à Atlanta, le cut est beaucoup plus bas. Donc, je sais qu'un joueur majeur absent, ça impacte le cut. En fait, c'est très dur d'avoir l'info sur Corée du Sud, en Estonie, en Australie, en Afrique. Du coup, je fais l'impasse sur les joueurs. Donc forcément, ça peut me jouer en fait. En fait, j'estime qu'en ratio, en rentabilité, Mm, le temps que je devrais passer pour m'intéresser aux joueurs, ce serait pas rentable. Je préfère tant pis perdre un tout petit peu en qualité sans m'y intéresser, mais par contre gagner beaucoup de temps à zapper cette info-là. Donc les Et- joueurs, c'est ça. ok, ok, très intéressant. Ça va permettre de casser certaines croyances de parieurs qui pensent que bah, faut connaître tous les joueurs. Et puis évidemment, avec 100 000 pronostics aujourd'hui, t'as pas regardé tous les matchs, donc t'as pas forcément besoin de regarder tous les matchs pour être rentable dans les paris sportifs. Et c'est là tout l'aspect mathématique de ce milieu. Et d'ailleurs, ton passé de matheux, hein, et comment dirais est une clé pour ta réussite aujourd'hui. Et comment t'es arrivé à être parieur pro aujourd'hui? En fait, c'est quoi ton parcours? Alors pour ça, pour ceux qui me connaissent pas, je pourrais dire très très rapidement mon parcours. Donc j'ai été d'abord prof de maths quelques années, donc forcément de formation statistique, probabilité, maths en général, donc plutôt cartésien. J'ai toujours aimé le sport, mais pas le basket à la base. À la base, j'aimais le foot. Je suis tombé dans les paris sportifs dès que j'avais 18 ans. Voilà, quand j'étais étudiant, j'ai demandé au Buralice comment ça marchait, etc. 2010, ouverture des marchés réguliers en France avec notre fameuse ANJ qui s'appelait Argel à l'époque. Donc Mhm, là, à ce moment-là, je parie beaucoup, je perds beaucoup, je fais toutes les erreurs de débutant, faire des combinés, croire que c'est facile, vouloir gagner gros, vite, jouer des grosses cotes, enfin jouer des petites cotes. En gros, il n'y a rien qui marchait. J'ai fait plein de lives, j'ai fait plein de tilt, c'est-à-dire miser de plus en plus gros pour se refaire, ne pas accepter sa perte. Donc j'ai fait vraiment, je pense, quasi toutes les erreurs faisables. À un mhm, moment en live, je tombe sur des matchs de basket sur des sites de Paris. Je connais pas le basket à ce moment-là et le nombre de points est une valeur qui m'intrigue. C'est ça qui me lance déjà. Donc, voilà comment je suis arrivé dans les paris sportifs et c'est ça qui me lance sur le côté basket. ok. Ça m'intrigue parce que par exemple, je donne toujours le même exemple, c'est en Italie à cette époque-là, donc 2010-2012. Moi, je regarde forcément, avant le match, en pré-match, le cut, par exemple, vaut 155, qui correspond à peu près à la moyenne des points marqués encaissés des deux équipes qui s'affrontent. Donc là, c'est logique, ça fait sens. Et il y a une équipe qui est Sassari. Ils ont toujours eu des cuts plus hauts que la moyenne des équipes. Donc je jouais des unders en me disant, bah non, genre c'était un cut à 165. Ils jouaient contre Venise, par exemple. Je voyais, non, 165 pour Venise, c'est beaucoup trop. Il va y avoir under. Et il n'y avait pas under. Donc c'est le fait qu'il y ait cette équipe-là, Sassari, j'ai toujours retenu qui m'a. Ensuite, je me suis intéressé au basket. J'ai vu, tu peux voir des fois sur les sites de Paris le match en live. J'ai vu Mhm, des matchs de Sassari et j'ai vu, waouh, ils jouent vite et tout là. Et donc là, je me suis intéressé aux règles, les 24 secondes, les lancers francs quand tu as 5 fautes d'équipe, etc. Bref, je découvre les règles. Et là, je comprends que du coup, la vitesse de jeu peut impacter. Donc, ok. quand deux équipes offensives rapides s'affrontent, elles feront un score encore plus élevé que leur moyenne parce il y aura énormément d'actions dans le match. Inversement, quand c'est deux équipes défensives. Donc, petit à petit, de fil en aiguille, je fais toujours tout type de paris et je me rends compte, si j'analyse uniquement mon historique basket sur les cuts, à l'époque Mhm, c'était 300-400 bêtes, je me rends compte que je suis gagnant sur ça. ok. Alors que je suis parieur perdant depuis 8 ans. Donc là, je me dis, oh là, attends, toi, tu tiens un truc là. Tu tiens un truc, on arrête le tennis, on arrête le live, on arrête la boxe, le ping-pong, on arrête tout. Et on se Ce que j'ai pas concentre sur réussi les à cuts. faire, ce que j'ai pas réussi à faire totalement, mais c'est comme ça que j'arrive sur le basket. Et bien après, voilà, c'est vraiment de fil en aiguille. Et Je, vas-y, termine. Non, j'allais c'est de fil en aiguille que petit à petit, j'intègre les statistiques, je vais sur les sites de statistiques, je découvre l'entraîneur plus tard, les matchs amicaux plus tard, chaque truc se fait en fait petit à petit. Ouais, tu apprends petit à petit de fil en aiguille, quoi.
Voilà. Au début, c'était l'analyse sur la flash résultat et c'est tout. Et puis plus le temps avançait, plus j'ai rajouté des éléments Tu pour éliminais des analyser. éléments aussi, parfois? Non, ça, en fait, c'est pas intéressant, je vais me concentrer sur ça. Enfin, après, Il y tu a t'es fait. une statistique que j'ai éliminée parce que je pensais qu'elle était j'ai toujours pensé qu'elle était importante et j'ai pas fait de corrélation entre les cuts et ça, c'est le turnover et les styles, les balles volées au basket. Je me suis dit, une équipe qui vole beaucoup de ballons, c'est une équipe qui va faire un pressing très haut et qui va marquer beaucoup de points. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le voleur de ballon, c'est plutôt lié au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que dans tout Mhm. championnat, même une équipe défensive, si elle est première et que c'est la plus forte de son championnat, elle sera bien placée dans le classement des interceptions de balles. Et une équipe qui est mauvaise, même si elle fait des gros scores, elle sera très mauvaise. J'ai pas fait le lien entre le cut et le Ok, style. C'est la ok, seule ok. statistique qu'on pourrait dire que j'y ai cru et j'ai Et laissé tomber. donc, tu fais des combos, tu fais du foot, tu fais n'importe quoi un petit peu, toutes les erreurs du débutant de base, et tu tombes sur un match de basket et tu vois, Tain, c'est intéressant, il y a des points, etc. Pourquoi tu pars dessus, tu vois que tu es gagnant, etc. Mais c'est quoi en fait le déclic qui te dit euh, je fais pas de combo en basket sur les cuts, alors que tu faisais des combos avant, ou t'en as quand même fait un petit peu. Comment tu passes de parieur qui fait des combos, qui veut se refaire, à être plus sérieux sur les cuts, ou c'est parce que tu apprends de tes erreurs petit à petit? Bah, alors déjà, qui veut se refaire et qui tilte encore, ça a continué, y compris sur les cotes en basket. Ok. Les combos, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une bonne question que je m'étais jamais posée, mais les combos, j'en ai jamais fait. Alors, j'en ai quasiment jamais fait, je pense, sur le basket. En fait, j'en faisais avant, c'était pareil, c'était pour gagner plus. Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait toujours fait rire. Je pense que je peux dire l'anecdote parce que c'est drôle. L'époque où je jouais au tabac à la FDJ, si tu gagnais plus de 500 euros par ticket, tu pouvais pas retirer ton gain dans un bureau de tabac, fallait appeler le centre FDJ, machin. Donc moi, un jour, j'avais fait un combo de 3 matchs. C'était 3 favoris à l'extérieur. De mémoire, il y avait Manchester United, Valence et je sais plus. Je sais plus notre équipe, disons Inter Milan, mais c'était pas eux. Et donc je jouais le combo des trois. Et comme j'anticipais que j'allais gagner, ces 3 favoris, si les 3 gagnaient, j'avais dû mettre 100 balles ou 200 balles, je sais plus. Ça dépassait les gains potentiels 500 euros. Et je m'étais dit, bah non, je serais bloqué. Donc j'avais fait plusieurs tickets, des plus petites mises pour plusieurs tickets. Je m'étais dit, comme ça, tu iras tirer plusieurs fois. Moi, je me voyais déjà gagner mon petit combo et tout. J'avais joué 3 favoris au foot, cote entre 1,40 et 1,80. Les 3 n'ont pas gagné. Ils ont fait soit match nul, soit perdu. Alors que Alors j'avais que tu te décomposé mon voyais ticket. déjà encaisser. Ouais, donc en fait, mais Ouais. là, je l'avais fait, tu vois, je l'avais fait parce que c'est des petites cotes. J'ai jamais combiné pour le coup des cotes élevées, même des cotes sur les cotes à 1,75. Je vois pas l'intérêt de les combiner. Mm, Donc pour mm. le coup, ça m'a jamais traversé l'esprit. Pourquoi je l'ai pas fait? Peut-être parce que vraiment vu à plat mon historique. J'ai vraiment extrême et les historiques sur les sites, c'était BetClick, BWin, Unibet, ou dès qu'ils n'existe plus, hein, ça joue, des machins comme ça. Et vraiment en extrayant, je voyais en flat betting, c'est-à-dire mise fixe en Mm. simple, je gagnais. À l'époque, en ANJ, donc sur des cotes à des TRJ affreux, hein, 70, 1,75 de la cote, hein. Ouais, ouais. Non, clairement. Clairement, ok, très intéressant. Et c'était quoi du coup, le déclic qui t'a, entre guillemets, poussé à changer de vie, à te consacrer entièrement au paris sportif et devenir parieur professionnel, en fait? T'allais enseigner les maths et ça te faisait chier et tu t'es dit, merde, j'ai envie d'une liberté, j'ai envie de... C'est quoi en fait? Quel est le moment où tu dis, non, ça y est, je prends ma décision, je me consacre à fond dans cette activité? Bah, ouais, c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, bah, le fait de gagner, enfin, donc j'ai mis entre l'instant où là où je te parle, mon historique gagnant sur le basket et j'arrête d'être prof, il se passe plusieurs années déjà, hein. Hmm. Mais à ce moment-là, je me concentre beaucoup plus sur le basket. Il y a aussi un cap, pour moi, un cap dans mon cheminement, c'est 2012, quand je commence beaucoup à me renseigner sur Internet, parce qu'au début, tu es un peu tout seul dans ton coin. Donc, je me renseigne, je vois qu'il y a des clubs de parieurs, des clubs de privés de parieurs. Donc, j'en rejoins un en 2012-2013. C'est là que je rencontre vraiment des parieurs qui sont dans mon cas, qui vont aussi du coup parier sur des sites autres que les sites français. Donc, le déclic, il est là, le fait d'avoir, sur les sites hors français, tu as plus de championnats, tu as des meilleures cotes. Donc, le mélange de ça, le temps qui passe, le fait que année après année, mon historique de basket se remplit, je suis gagnant. Mon métier me plaît sans me passionner. Voilà, comment je peux dire mon métier de prof de maths, voilà. C'est des bons côtés, des mauvais côtés, comme tout métier.
Tu gagnes Bah, dès confiance que tu peux aussi. envisager, voilà, dès que tu peux envisager une liberté géographique, financière, temporelle, enfin, donc à un moment tu franchis le pas sans savoir, hein, avec des doutes forcément. C'est pas bingo, j'y vais, j'ai réussi ma vie, j'y vais, je sais pas où je vais quoi. Ça me tente, c'est un pari. Quand si on est parieur, on, on aime bien ce genre de pari. Voilà. Toi, t'es un bon exemple, hein, parce qu'aller au Mexique, c'est un sacré pari aussi. C'est vrai, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que ouais, prendre la décision de partir, des fois, je regarde un peu en arrière, je dis, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait de partir à l'autre bout du monde comme ça? J'ai pas envie de dire sur un coup de tête, mais presque quoi. C'est bon après c'était plus facile parce que j'étais en relation avec une Mexicaine à l'époque, mais je suis toujours d'ailleurs. Mais je veux dire, j'aurais pu très bien avoir peur, pas prendre cette décision et puis mettre fin à la relation et rester en France et rester dans ma zone de confort et non, pareil, je prends l'avion, je sais pas entre guillemets ce qui va se passer, quoi. Donc il y a beaucoup de doutes, un peu d'inconscience aussi. Euh, Ouais, mais bah, comme tu dis, faut tenter, sortir de sa zone de faut, confort. faut, Moi, faut, prof, en fait, vas-y. ça me plaisait, ça me passionnait. Je me suis dit, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Un métier qui est correct, voilà, qui me convient, mais je sens que je sais pas, j'ai pas la passion, tu gères pas ton temps, tu peux pas non plus, je suis pas quelqu'un de dématérialiste qui veut beaucoup d'argent, mais avec les paris sportifs, j'ai assez vite entrevu, en faisant quelques simples règles de proportionnalité, qu'en misant plus, ah bah, je pourrais quand même gagner plus que quand j'étais prof, quoi. Ouais, non, c'est clairement. Et puis de toute façon, même comme tu disais, chaque comment dire taf ou activité a ses avantages et inconvénients. Et les paris sportifs ont leur part d'inconvénients. On y reviendra peut-être après. Ouais. Mais en tout cas, faut savoir que déjà pour l'audience que ça s'est pas fait du jour au lendemain. On va dire que tu es passé par une phase de test, de prise de conscience, de confiance, de faire des erreurs, etc. Ensuite, tu as rejoint une communauté qui t'a permis de voir que t'étais pas seul, que c'était possible, etc. Et puis après un moment, tu t'es dit bah let's go, on tente. Et puis si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis quoi. Donc Ah, c'est ça, là, ça doit faire 17 ans à peu près que j'ai dû faire mon premier pari sportif. Donc, ça me fait peur de dire ça, mais allez, ça fait pareil. ouais, 17 ans. Mais tu vois, souvent, ce que je dis aussi comme anecdote, c'est que j'ai été parieur perdant pendant 8 ans. Donc pendant 8 ans, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait du pari sportif, alors pas de manière très régulière, hein, de manière occasionnelle, mais avec des pertes quand même relativement importantes à mon échelle surtout, hein, quand j'étais simplement prof. Et donc, après, j'ai dû avoir une année de transition, la fameuse année où je rencontre d'autres parieurs, je vais sur des sites hors français. Donc, une année où je perds, je gagne, à peu près l'année de transition. Et l'année suivante, enfin, je gagne vraiment. Et dès que je gagne vraiment, pour le coup, je comble en une seule année, je gagne plus déjà que tout ce que j'ai perdu les 8 années d'avant. Mais en général, ce que je dis, c'est comme si j'avais eu un doctorat en paris sportif, parce que un doctorat, parce que c'est 8 ans. Donc, c'est comme si j'avais passé 8 ans de formation perso, j'ai payé ma formation, ça m'a coûté de l'argent pour qu'elle soit rentable. Donc, Mm, l'année de mm, transition et ensuite depuis elle est rentable, quoi. mm, mm, Voilà un mm, peu mm. c'est ce que je me dis dans ma tête Ouais, pour justifier un peu le temps et les pertes c'est financières. c'est exactement ça en fait. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas payer pour rejoindre un club ou pour prendre une formation et c'est ok. Mais sachez que vous le payez d'une certaine manière, soit en temps plus argent, etc. Donc parfois vaut mieux investir, s'investir en fait en directement pour gagner du temps, condenser le temps, éviter des erreurs que vous auriez fait tout seul et donc éviter de perdre énormément d'argent et de temps. Voilà. Moi, pareil, ça m'a pris 8 ans à peu près, hein. Donc, Ouais, puis à notre époque, il y avait très peu d'infos, hein. Moi, franchement, j'avais du mal. Les vidéos YouTube, il y en avait très peu, hein. ah oui, il Très y peu de avait vidéos rien, il y YouTube. avait Je rien. pense que tu y étais peut-être. On avait Maxence Rigotier, qui était un des pionniers, premiers, en tout cas, dans la communauté française à parler vraiment de ça. Il y avait très peu de choses. Et si c'était à refaire, moi, alors là, j'anticipe peut-être une question que j'imagine que tu m'aurais posée plus tard, mais Ouais. c'est genre, si tu me demandais quel est le conseil qu'il faut donner, quel conseil je donnerais à un parieur, quasiment le premier qui me vient à l'esprit, c'est pas toi, c'est je le fais avec quoi mon expérience, c'est pour ça que je le dis maintenant, c'est de se former et de rejoindre une communauté d'autres. Une communauté, ça veut pas dire un club privé. Enfin, une communauté, ça veut dire c'est au sens large. Rencontrer d'autres personnes, d'autres parieurs, pas être tout seul, être entouré de gens notamment plus forts que soi qui ont réussi. Parce que moi, les 8 ans que j'ai passé tout seul, là, tu me remets aujourd'hui, je sors du bac à cet âge-là, là, en 2024. Si j'ai un grand frère qui me dit, ou un ami qui me dit, bah, va dans tel club, je pense qu'en 2 ans, 3 ans, peut-être, Mm, je fais aussi bien que mes 9 ans tout seul. mm, mm, Donc, mm. je gagne 6 ans, en fait.
Ouais, c'est monstrueux le temps que tu gagnes et donc l'argent que t'évites de perdre. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis vos premiers euros, c'est pas sur Winamax, BetClick, sur les books que vous voyez à la télé qu'il faut déposer. C'est dans votre formation, quoi, ou de mettre de côté pour vous former plus tard, si vous n'avez pas la somme tout de suite pour rejoindre un club ou des choses comme ça, ou alors de construire votre bankroll en fait aussi, tu vois. Vous apprenez avec le contenu gratuit et puis vous mettez de côté, vous mettez de côté au lieu de déposer sur les books, quoi. Et vous construisez petit à petit votre capital et vous apprenez au fur et à mesure. Et du coup, toi, pour toi, euh, pourquoi le parieur, on va dire lambda, la majorité des parieurs n'arrivent pas à gagner de l'argent dans les paris sportifs et pourquoi ils, euh, ils n'y croient pas, en fait. Ils n'y croient pas que ce soit Ouais. possible, en fait. Bah, pour moi, alors ce qui est très difficile dans les paris sportifs, enfin, je constate de mon expérience, c'est vraiment le côté mental et le côté que, en fait, moi, je fais énormément de volume. Je l'ai pas fait à la base parce que le volume, maintenant, je suis un gros partant du volume, mais je l'ai pas fait en sachant les conséquences, pourquoi il fallait le faire. Je l'ai fait machinalement parce que bah, je voulais analyser, dès que je voyais un match de basket, j'avais envie de prendre position dessus, enfin de l'analyser. Pour moi, le volume est très, très important parce qu'en fait, ça, c'est l'échantillon statistique. Sur 500, même si tu as une bonne stratégie, tu as, je sais pas, 5% droit par exemple à long terme, tu peux tout à fait être perdant sur 500 bêtes, sur 1000 bêtes, sur 1500 bêtes. Donc, au début, moi, quand j'apprends à me former, tu as beaucoup de gens qui disent un historique solide, c'est 300 pronostics. Tu suis un tipster qui envoie 50 pronostics à l'année. Bah, 50 pronostics à l'année, et même s'il est très compétent, il peut tout à fait être perdant 10 ans de suite. Et sauf que du coup, Mhm. bah, 10 ans de suite, tout le monde va dire qu'il est nul. Si en 10 ans de suite, il fait C'est de clair. l'argent, alors que ça se trouve, c'est parce qu'il fait pas assez de pronostics et il prend pas il a pas assez de volume pour gagner. Moi, mais j'ai plus mes chiffres en tête. Je l'avais fait à une époque, mais en gros, moi, ma proba de gagner sur 100 bêtes, c'était peut-être, je vais faire ma proba de perdre plutôt, parce que c'est surtout comme ça que j'essaie de calculer. Proba que je sois perdant sur 100 bêtes, c'est peut-être 30-35%. Je les chiffres à la volée, j'ai calculé, mais là, je le dis de mémoire. Sur 1000 bêtes, donc, j'arrivais à 15%, ce qui est pas nul, 15% sur 1000 bêtes. Ouais, C'est-à-dire, imaginons que je fais 1000 bêtes à l'année, 15%, c'est une chance sur 7. Donc, imaginons la première année, je suis positif, deuxième année, je suis négatif. Bah, tu peux pas vivre une activité où, du coup, au bout de 2 ans, on va dire que j'ai pas gagné d'argent quasiment. Ça Mhm. paraît invraisemblable. C'est Du clair. coup, les 1000 pronostics, j'essaye plutôt de les faire mensuellement. Alors, j'y arrive à peine. Les gros mois, j'y suis. Octobre, là, l'an dernier, j'y étais. Là, Ouais, novembre, j'essaye d'être là, on a un gros volume, donc là, à tu. des gros volumes. Je me fixe pas pour objectif un nombre de volumes. Je prends que si elle la value. Mais je suis content quand il y a du volume. Et si j'arrive à 1000 pronostics par mois, ça me fait que statistiquement, j'ai 1 ou 2 mois dans le rouge par année. Et c'est exactement ce que j'ai. Et sur Mhm. 10 000 pronostics, si j'élargis, là, avec mes taux de réussite que j'ai sur mon échantillon, on peut pas dire impossible parce que ça reste, il y a une part de hasard à qui joue, mais sur 10 000, c'est normalement très, très peu probable que je ne gagne pas. Sur 10 000. Donc pour moi, l'aspect mental, tu vois, l'aspect mental, le fait de, en fait, il faut faire beaucoup de pronostics. Après, il faut aussi pas le faire pour une qualité médiocre. C'est-à-dire que si tu as un ROI de 1%, il va falloir que le volume soit très, très, très conséquent parce que il faut vraiment les deux, en fait. Ouais, Le volume est important, mais il faut vraiment une qualité minimum, on va dire. Si tu as une qualité vraiment ric-rac, sinon il faut un volume de un 100 000 volume, pronostics ouais, par an avec un monstrueux. robot. Et là, tu peux le faire manuellement, quoi. Ouais, humainement, c'est pas possible. Et c'est ça qui est l'avantage du volume, c'est de pouvoir lisser la variance et condenser le temps, en fait. Finalement, comme tu l'as dit, au lieu de faire 1000 pronostics en un an, tu les fais en un mois, quand c'est possible. Et du coup, bah, tu te retrouves à une qualité égale. Et c'est important que tu signales le fait de faire de la qualité, parce que les gens pensent que le volume, c'est faire du bet pour du bet. Mais le problème, c'est que si tu as pas un minimum de qualité, t'es broke en combien de temps? Si t'es pas quali. Et encore, j'ai envie de te dire, si t'arrives pas juste à battre la marge. Ah bah, C'est- avec le volume, en fait, souvent les gens pensent qu'avec le volume aussi, on dit ça lisse la variance, etc. Ça la lisse au niveau du temps, parce qu'un bad run un bad run de moins 38 peut être rattrapé en 2 semaines, en une semaine des fois. Alors que si un mauvais type, enfin pas un mauvais tipster, un tipster qui fait que 200 pronostics à l'année, s'il est à moins 18, il va mettre 6 mois à s'en remettre, par exemple. Mais par contre, les bad runs peuvent être très très forts. Mon pire bad run, j'ai une courbe de gain où j'avais mis tous mes pronostics à suivre, c'était 70 U. J'ai eu des bad runs de 40 U, de 50 U, de 30 U. Alors, pour l'instant, je croise les doigts, mais j'avoue que mes pires bad runs actuellement, c'est du moins 30, moins 35.
j'arrive plus à aller au-delà. Donc, ça veut dire que sans doute ma qualité fait que la proba de faire que je fasse pire que moins 50, elle se réduit petit à petit. Mais du Mhm, moins 20 et moins 38, là, en novembre, là, à un moment, j'ai touché je sais plus, du moins 38 on était le 11 ou 12 novembre, hein. Donc, du moins mhm. 38 en 12 jours. Le volume, Ah, ça peut aussi conduire à ça. ouais, Tout ouais, comme c'est ça peut ça. conduire à faire un mois à 90 unisés. C'est ça, c'est dans les deux sens. Et je pense que le moins 20, moins 38, ça reste un bad run normal, quoi. C'est quand tu vas au-dessus que Ouais, c'est c'est ça, ouais, ouais. compliqué. C'est Ouais, moins compliqué, 20 pieds Pierre. quasiment tous les mois, tu peux passer par une phase où à un moment, tu as eu un plus bas qui fait moins 10. Pour moi, c'est même pas un madrone, c'est la base, même si ça fait jamais plaisir. Voilà, pour moi, voilà. T'imagines Pour le moi, parieur lambda qui t'écoute, il dit ouais, moins 10 c'est la base, avec une sérénité, il nous sort ça. non, ouais, moins 10, c'est la base. Entre moins 10 et moins 20, quand même, bon, là, tu commences quand même Non, à ça le fait sentir chier là. passer. Et Ouais, au-delà ouais. de moins 20, là, on peut vraiment dire, moi, pour moi, je vais vraiment faire en bad run. Mais tu trouves pas que le bad run aussi, c'est pas une corrélation entre l'échantillon temps aussi, tu vois? Des fois, j'ai l'impression que, tu vois, à partir du moment où on estime que c'est un bad run, tu vois. Est-ce que Bah, la force du volume, c'est c'est moins la force du volume, 38, c'est moins 38 en un mois, c'est moins 38 en 2 mois, c'est combien? là, par C'est exemple, en novembre, moi, j'ai touché moins 38 en 12 jours. en Mais la 12 force jours du ou deux volume, jours? c'est que, en 12 jours, pardon, du 1er au 12, à peu près, la force du volume, c'est que là, donc 10 jours suivants, je ne suis pas du tout revenu à zéro, mais à un moment, je suis revenu, je sais plus, moins 8, moins 9. Donc, c'est-à-dire que j'ai perdu 38 début novembre, j'en ai gagné 20 derrière, j'en ai reperdu 7, 8 derrière, et c'est à peu près là où j'en suis aujourd'hui. En fait, ça va Mhm. très très vite. Temporellement, tu te prends vraiment des montagnes, ça secoue, quoi, ça Et, secoue. et Si tu prends du recul, et c'est ce qu'il faut faire, le volume fait que tu contrôles, on va dire, ton échantillon de Paris. Par contre, au quotidien, tu te prends des sacrées baves dans la tête, quoi. là, c'est clair que tu peux faire des swings incroyables. Un samedi, tu perds tout, le dimanche, tu regagnes tout. Enfin, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est là où tu te rends compte que c'est n'importe quoi et qu'il faut être fort mentalement. Et je pense que le fait que les paris n'arrivent pas à gagner, moi je pense que bon déjà ils prennent pas de value bet, ils sont pas sur les bons bookmakers, ils font des combos, ils ont pas de gestion de bankroll, bon il y a toutes les erreurs que qu'ils font, mais c'est surtout comme tu dis l'aspect mental. L'aspect mental, ils ont pas cette notion de variance en fait, ou ils en ont pas conscience. Ouais, Et moi, je pense que c'est le plus gros problème. Après, tout ce que tu as dit, c'est vrai aussi, hein, effectivement, de ne pas se former, croire que c'est facile, mais tout ce que par où on est passé, toi aussi, comme moi, je pense, vouloir faire des combos, penser que connaître le sport suffit pour gagner, jouer sur son équipe de cœur parce que c'est son équipe de cœur et tu vas au match le samedi soir. voilà. Là, aussi, Et l'aspect quand variance, en fait, c'est difficile. Et, bon, après, il y a aussi l'aspect analyse parce que est-ce que finalement, faut être sûr d'être, il suffit pas de faire du volume pour gagner. Il faut quand même prendre ouais, des bons pronostics qui sont mal ajustés globalement par le bookmaker. donc la stratégie, comme je le dis très souvent, la seule stratégie pour gagner, c'est prendre des value bets. Ouais, c'est-à-dire un pari où le bookmaker se trompe, le bookmaker qui finalement lui reflète l'avis dans l'ensemble des parieurs. C'est-à-dire que c'est lui, il transmet finalement l'avis des parieurs indirectement, globalement. Donc ça veut dire faut que la masse se trompe. De toute façon, si on gagne, c'est un jeu où les bookmakers globalement doivent gagner quand même, je pense. Notamment à l'étranger, en France, c'est moins sûr. C'est on joue globalement on joue contre des parieurs. Donc si on gagne, c'est qu'il y en a d'autres qui perdent en face. Qui Parce qu'ils peuvent perdent. avoir des biais d'analyse trop simplistes. Moi, je le vois en basket. Moi, je fais peut-être un aparté sur ça très vite, mais en basket, en fait, plus le championnat est petit, donc ça veut dire moins connu. Donc typiquement, je sais pas, la Serbie, je prends le championnat Serbie et la NBA. En NBA, tu peux avoir une équipe qui fait trois très gros scores, par exemple. C'est pas pour autant que les parieurs qui sont aguerris globalement sur la NBA, la masse, va penser qu'au quatrième match, il va y avoir un énorme score parce qu'ils ont juste fait trois gros scores. Ils vont pas être influencés court terme. Par contre, dans des petits championnats, je trouve que c'est le cas. Beaucoup plus. Mhm, Les codes sont beaucoup plus sensibles aux derniers résultats, ce qui est pas normal. En fait, c'est mhm, parce qu'il y a moins de parieurs dessus, et peut-être qu'ils regardent simplement sur Flash Résultats, comme je faisais au début. Mon exemple Sassari. Tu prends un exemple Sassari du début, ah bah non, bah under, c'est pas possible, statistiquement, ça fait pas sens. Bah, et puis, la masse fait ça, ça désajuste la ligne, et finalement, tu as des mhm, grosses valeurs inverses. mhm. Je sais plus, je partais pour dire ça, mais Je sais plus. Je sais plus de quoi on parlait parce que non, ah bah, si moi, je parlais du fait qu'il fallait bien analyser. ouais Et ça a bien que avalisé. globalement, la masse peut se tromper, notamment sur les championnats de niche. Voilà, C'est ça, c'est faut pas faire uniquement du volume pour pouvoir gagner parce que les gens vont penser qu'il faut en faire, mais il faut aussi détecter des value bets. Et il y a beaucoup de gens qui me disent comment détecter un value bet, comment on sait qu'on a pris un value bet, comment.
Bah, c'est toute la difficulté en fait, c'est que il faut savoir bien déterminer la probabilité de l'événement et en analysant des datas statistiques, les joueurs, etc. et pas surestimer le retour de blessure de LeBron James, quoi, tu vois, par exemple, et de trop dire ah mais il est de retour donc je vais jouer les Lakers, ils ont 70% de probabilité de gagner alors qu'en fait ils en ont 57, quoi, tu vois. Et je pense que c'est important de corréler ça à la closing line value, la CLV, qui pour moi est l'indicateur et pour toi aussi le plus fiable à court terme pour savoir si ton bet est value à long terme, quoi. Et de toute façon, moi j'ai déjà partagé mes courbes, je te l'avais déjà aussi partagé, quand je gagne et quand je perds la CLV, il y a pas photo, enfin ça se recroisera jamais, je pense. Ouais, ouais, non, mais ça, je suis convaincu de ça aussi. Effectivement, la CLV, c'est-à-dire la cote de clôture sur Pinacle, paraît le meilleur indicateur pour savoir si on a pris un bon pronostic ou pas. Après, c'est en volume qu'il faut raisonner aussi. Sur un match, ça ne veut pas dire grand-chose, même sur 10. Après, je sais pas à partir de combien on peut dire que c'est fiable, mais en tout cas, c'est plus fiable à court terme que les résultats. Parce que sur 1000 pronostics, tu vois, on a dit que je peux être perdant sur 15-20% du temps. Alors que par contre, alors ce serait très intéressant de le faire, je ne le fais pas, mais ce serait intéressant de voir ma closing line sur 1000 pronostics. Est-ce que je peux être perdant sur 1000? Je suis pas sûr, c'est pas pour me lancer de fleurs, mais sur 1000 pronostics, ça fait vraiment beaucoup parce que j'ai parfois des mauvaises anticipations, des bêtes que j'anticipe mal, mais c'est quand même rarement le cas. Enfin, je le sais, moi je la note pas, je sais que j'en ai beaucoup moins que de mauvaises anticipées que de très bien anticipées. Donc sur 1000, tu vois, sur 1000 pronostics, je pense pas que je sois perdant. Et je pense que même sur 500, on peut déjà avoir une indication. Après, Mhm, voilà, ça veut pas tout dire, parce que même sur des marchés de niche, par exemple, quand tu as 200, 300, 400, 500 euros de liquidité en fermeture, mhm. en fait, ce qui est paradoxal, c'est que sur un match, ça peut pas être représentatif sur une limite à 500 euros parce que Clairement, il n'y a pas à assez de partir du mecs moment où une qui. seule personne peut faire bouger la cote de clôture, ça veut dire que la cote de clôture, elle peut pas être à 100% la vraie si tu as une seule personne dans le monde qui a le pouvoir dessus. En fait, on a tous le pouvoir dessus, individuellement. Et par contre, collectivement, même si tu fais que des bêtes comme ça et que tu en prends des milliers, à un moment, elle va dire quelque chose en moyenne, la CB va dire quelque chose en moyenne, quoi. En moyenne, parce que forcément, ouais, forcément à long terme, même si le marché a peu de liquidité, en moyenne, elle est représentative parce que bah il y a des bons parieurs qui ont misé dessus, forcément, quoi. Il n'y a pas que des fiches qui ont misé sur le match pour la faire bouger, quoi. Donc, Oui, ou je sais pas, est-ce qu'on peut finalement ajouter les liquidités? Est-ce que, là, j'ai ajouté un truc que j'avais jamais pensé, mais est-ce que des pronostics à 200 euros de liquidité en fermeture, si t'en prends 100, ça te fait 20 000 euros de fermeture. Est-ce que du coup, la moyenne de ces 100 matchs, c'est autant représentatif qu'un match de NBA où tu as 20 000 balles dessus finalement? ouais, hum, Est-ce que hum, la somme des liquidités, tu vois, pas c'est vrai faux. qu'il en faudrait plus, peut-être, mais Ouais, en. il faudrait plus de matchs. Ouais, ouais, non, si, je pense que ça se tient comme raisonnement. Et très clairement, c'est pour moi le seul indicateur, quoi. Et comment tu expliquerais simplement un mec qui dit, non, je comprends pas ce principe de CLV. Moi, mon prono, il est passé. Et pourtant, là, j'ai perdu la CLV. Ça veut dire que j'ai eu raison. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu contredirais ça, en fait, à part le résultat orienté, mais d'un point de vue En fait, il y a toujours mathématique? l'exemple de. Enfin, il y a plein d'exemples. Soit on prend l'exemple du pile ou face, ou un exemple flagrant, mais imaginons que tu prends l'exemple du pile ou face d'une pièce équilibrée, normalement les cotes seraient 2 et 2. Moi, j'ai une cote à 2,05. Tout le monde est convaincu que c'est une value. C'est-à-dire que si je joue le T à une cote à 2,05 pour que ça fasse pile, et que j'ai tout le temps une cote de 2,05, dès que ça fait pile, je gagne mathématiquement. Là, je suis certain de gagner sur un grand échantillon. Mais par contre, 2,05, c'est une value. On est d'accord que c'est une value, mais c'est pas gagné d'avance. 2,05, c'est pas du tout 100% de probabilité de réussite. Il suffit de faire 100 divisé par 2,05, ça fait, il nous faut pour gagner 49% de proba. Donc, je pense que cet exemple-là est peut-être parlant, parce que voilà, je peux même aggraver le cas, je prends une cote à 2,50 pour pile ou face. 2,50, c'est une énorme value. Ouais, c'est une Mais énorme value. pourtant, si on fait un tirage, j'ai une chance sur deux de le perdre. C'est En fait, vrai il y a une différence parce qu'il y a entre la 50% value. de Ouais. probabilité que ça tombe sur le face si t'as pris pile, quoi. Ben voilà. Et c'est pour ça, des fois, nous, on discute de basket de certains matchs, et des fois, tu as un match, tu as très très bien anticipé, t'as pris une cote à 2 qui en clôture est à 1,50. Donc, imaginons qu'elle est représentative, parce qu'en moyenne, c'est le cas, mais sur un match, encore une fois, ce n'est pas, mais on est obligé de raisonner comme si elle l'était, parce qu'on ne sait jamais la vraie cote du match. Bah, 1,50, si je me trompe pas, c'est 66% de réussite.
Donc, 1,50, c'est pas du tout gagné d'avance, en fait. C'est juste 2 chances sur 3. Donc là, tu peux avoir une super value. Tu as pris une cote à 2 qui vaut 1,50 et t'as que 2 chances sur 3 de la passer. Mm, Donc mm, sur mm. une cote à 2, c'est magnifique d'avoir 66% de réussite sur des cotes à 2. Enfin là, personne n'a ça, quoi. C'est à très long terme, c'est impossible. T'as une énorme Bah, value, mais c'est pas gagné d'avance, quoi. c'est pas gagné d'avance, tout à fait. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont pris des bons bêtes, bah, allez sur Odds Portal. Vous prenez le match que vous avez sélectionné une fois que le match il a commencé. Vous allez sur la cote Pinacle et c'est la dernière cote affichée, c'est la dernière cote proposée sur le marché. Et vous voyez si vous l'avez battu ou non, sans oublier la marge, et évidemment. Voilà. Et Et à partir de 100, 200, 300 pronostics, on peut avoir des réponses assez vite. ouais, C'est quelqu'un qui veut se lancer dans tester sa stratégie. Je pense qu'au bout déjà de 100, hein. Si au bout de 100 pronostics, tu te fais éclater par la cote et la marge, a priori, c'est pas bon signe, quoi. Tout dépend de l'ampleur après. Si tu te bats, c'est bien. Si tu bats très peu, enfin, si tu la bats, mais que tu es tout près, bon, tu es sur la bonne route. Si tu te fais vraiment bien battre par la closing, c'est que, a priori, il y a de grandes chances que ta stratégie ne marche pas, quoi. Parce que, mm, en fait, ça veut dire que si tu prends un pari à un instant T, si derrière la cote est plus haute, c'est que tu sais pas jauger le marché. la Enfin, je sais pas comment proba. l'expliquer, mais voilà, ouais, la proba, le marché, c'est-à-dire que si tu sais que tu es contre le marché, moi c'est mon cas des fois, bah, tu dois savoir qu'il faut attendre en closing en fait. Si Mm, bah, à un moment, avec l'expérience, tu devines un peu comment le marché réagit, alors des fois on se trompe, hein, on n'est pas des visionnaires, mais des fois tu sais que tu es contre le marché, du coup il faut attendre. Faut mm, attendre, mm. Ok. Ok, et tout à fait. Et je pense que tous les matchs contre les gros, hein, les Real Madrid, les Bayern, les Barça, hein, les Panathinaikos, les Olympiakos, on a quand même fait cette observation que le marché allait souvent, euh, allait souvent contre, enfin, sur ces équipes-là. Et donc, quand tu allais contre eux, il fallait que tu attendes. Attends, le chien qui veut sortir. Hop, allez tout. Hop. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? tu pourrais dire on est rendu où? Ah non, que je disais qu'on avait remarqué que Ah les oui, de jouer contre les gros là. contre les gros fallait attendre. Oui, parce que je pense que globalement le parieur encore une fois, c'est un paradoxe parce que plus il y a de gens qui parient, on se dit plus la cote est affinée, mais la base des parieurs va quand même difficilement aller contre une bonne équipe. Moi, On l'a ça, vu c'est des plusieurs biais fois. cognitifs, biais psychologiques, On n'a je pas envie de pense. jouer contre un PSG ou un OM en foot, contre ouais, en basket, donc Real Madrid, Olympiakos, ces équipes-là. Ouais. Mm, mm. Quand l'Olympiakos joue dans le championnat de Grèce, qu'ils ont un handicap de -26, c'est énorme, c'est très dur à passer, mais t'es pas serein de prendre l'autre équipe +26 parce que tu sais que si l'Olympiakos joue à fond avec ces joueurs de Euroleague qui font tout le match, ils peuvent Mm. tout à fait gagner 40 points, quoi. C'est ça, c'est compliqué. Ouais, tu peux avoir relâchement, t'as plein de paramètres à prendre en compte derrière. Mais Mm. Et, après, et, ça veut dire, est-ce qu'il y aura plus de value sur le contrôler gros en fermeture? Ça, c'est un autre débat aussi. ouais, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat, mais on rentre dans des détails un peu. Faut Si avoir on un certain. estimait que la masse n'ose pas aller contre les favoris, ça voudrait dire que nous, si on était la smart money, on On, irait pa- sur les outsiders. on parle des gros favoris, vraiment les gros, pas un petit favori, un match équilibré, serré. Et du coup, par rapport à ces bad runs, par rapport à comment dire, ces périodes-là, comme tu peux vivre en novembre, comment tu fais pour tenir en fait? Parce que c'est pas la première fois que tu vis ça. Donc aujourd'hui, c'est plus simple, entre guillemets, ça fait chier, mais c'est plus facile parce que tu as un historique, parce que tu as de l'expérience, tu as confiance, etc. Mais à tes débuts, quand tu commences à stagner, pendant une période plus longue, quand t'es en négatif, tu prends des bad runs, etc. Comment tu fais pour tenir? C'est ton expérience de mathématiques, enfin ton de rôle de prof, entre guillemets, tes connaissances mathématiques où tu sais que c'est de la variance qui t'a aidé, que c'est noter la CLV, c'est tout ça qui te fait tenir ou comment Bah, tu la gères? CLV, déjà, je ne la sais pas parce que j'en avais pas conscience depuis, ça fait que quelques années, hein, peut-être que 3, 4, 5 ans, je sais pas, j'ai conscience que la CLV, c'est un indicateur globalement si le pronostic est bon ou pas. Alors, je peux dire comment je fais aujourd'hui, parce que comment je fais il y a longtemps, ça me Tu demandait t'en, un petit peu de tu t'en réflexion. souviens pas? Aujourd'hui, en tout cas, c'est regarder mon historique, voir que je suis déjà passé plein de fois par des bad runs, que ne pas gagner sur 1000 pronostics, tu vois, je sais que ça peut arriver, 15% c'est bas, mais c'est pas zéro, donc on en revient aux probabilités, 15% ça arrive, c'est pas une probabilité qui est nulle. Et 1000 pronostics, c'est du temps, c'est du boulot, c'est du temps d'analyse, valider du bet, etc. pour finalement perdre, donc c'est assez frustrant. Mhm.
Je sais que ça arrive sur des grands échantillons. Euh, je fais donc bah c'est surtout ça principalement. Si je regarde mon historique à moi, qui me montre le chemin que j'ai parcouru, mais des fois du 2000 bêtes sans gagner. C'est aussi faire des simulations sur Excel ou sur des logiciels pour voir quelle est la proba de ne pas gagner sur les 300 pronostics où je suis actuellement. Est-ce que c'est possible de faire pire que moins 20 U sur 400 pronostics, ce genre de choses. Les simulations de Parfois, ça variance, ok. rassure parce qu'on se dit, ouais, ok, il n'y avait que 2-3%, donc peut-être que je suis dedans. C'est la patch. C'est pareil, 2-3%, c'est faible, mais bon, à un moment, tu tombes dedans, hein, à force de Mhm. volume. Parfois, ça rassure pas parce que ça donne une probabilité quasi nulle. Donc, tu dis, OK, donc si c'est quasi impossible, en fait, ça veut dire que le curseur que je dois bouger, c'est mon taux de réussite finalement. Je suis les bêtes que je prends sur ces échantillons-là sont pas si bons que ça. Donc, ça peut m'alerter. Attention. Ouais, ça, tu t'auto-sabotes pas, tu te dis, ok, la tranche des derniers bêtes, elle était pas si folle que ça. Je suis en dessous de mon niveau, il faut que j'arrive à améliorer ma qualité, quoi. C'est comme ça que tu Ouais, réagis, c'est quoi. ça. Donc, souvent, je dis que j'arrive à m'adapter. Ça m'est arrivé de faire un mois d'octobre très mauvais et de faire un novembre très bon. En fait, entre octobre et novembre, c'est un truc assez flagrant chez enfin, c'est pas chaque année, mais régulièrement, je fais un bon mois d'octobre, un mauvais novembre ou l'inverse. C'est-à-dire que bon, si je fais l'inverse, je estime que j'ai réussi à m'adapter. Et si jamais je fais, là, c'est le cas, là, je fais un bon mois d'octobre et je fais un mauvais mois de novembre, est-ce que j'ai pas eu un peu de réussite du coup en octobre? Probablement que oui. Du coup, je suis resté dans mes convictions d'analyse des équipes telles que je les percevais en octobre, en me disant que j'avais bien lu les équipes et finalement, j'ai peut-être un retour de bâton, de variance, que finalement, il y a certaines équipes, parce que moi, les équipes, j'aurais mets un peu une étiquette. Eux, ils vont être offensifs, eux, ils vont être défensifs, c'est un peu ça, quoi. C'est Mhm. brièvement l'étiquette. Bah, il y en a certains, selon le calendrier des adversaires qu'ils ont eu, bah, j'aurais mis une étiquette qui est finalement pas la bonne et je me rends compte en novembre. Et par contre, là où c'est mieux, c'est janvier, février, mars, avril. Là, ça se passe beaucoup mieux. C'est les mois négatifs arrivent aussi, mais ils sont plus rares, ils sont moins violents en général. Parce que là, on a une visibilité sur la carte. Sur la Globalement, carte et les les équipes, équipes, ouais. on devine un peu mieux qui joue comment et tout, quoi. Et le Mhm. marché aussi. Donc bon, d'un côté, en fait, mes meilleurs mois ont toujours été. Bah, mon meilleur mois, c'est octobre, hein. Si je prends en mois civil, mes meilleurs mois sont très souvent octobre. Parce que Ok. je pense que genre, en début de saison, même si c'est flou pour tout le monde, ce l'est moins pour moi grâce à mes paramètres que les autres. Mais par contre, les mois où je peux être très mauvais, c'est parfois aussi octobre et parfois novembre ou décembre. Et les mois de janvier à avril sont rarement les meilleurs, mais sont rarement les pires. En fait, ils sont plus stables. Parce que comme ça, il y a plus de pondération. Je sais pas, Mhm, je sais mhm. pas si tu as compris le sens de ce que je veux dire, mais plus tu as stat, tu peux pas faire des énormes erreurs. Des énormes erreurs, c'est ça, tu as plus de recul sur les équipes, alors qu'octobre-novembre, comme on disait au niveau du début de saison, ça reste, mine de rien, une interprétation des projections que tu te fais par rapport aux informations que tu as pu prendre. Et certains vont dire, ouais, Antoine, mais tu suis pas le mercato des joueurs, ouais, c'est c'est le point négatif. Mais comme tu l'as dit, temps passé, gain, moi je l'ai fait, hein, je l'ai fait l'expérience, tu le sais, de suivre le mercato et pas suivre le mercato en faisant des projections, les résultats sont, comment t'expliquer, sont meilleurs en le suivant, évidemment. Mais par rapport au temps passé, l'écart, il est ridicule, quoi. Ça doit se jouer à Ça vaut pas le 1%, ça vaut pas le coup 1,5% de de bosser ROA, autant. quoi. De passer tout ton été à décortiquer le mercato bolivien, etc., noter les joueurs, les stats, et puis ah ouais, mais il vient du championnat, je sais pas moi, mexicain qui est plus fort, donc il faut que je mette une pondération, nanana. Enfin, c'est trop compliqué. Et puis même si tu suis le mercato, il faut réussir à pas surestimer l'arrivée d'un Neymar ou d'un Messi au PSG, par exemple, tu vois. Et de se dire, ok, on va avoir, c'est des recrues phares, des recrues stars, mais faut pas s'enflammer. Donc, tu as une sorte dans ta tête inconsciemment, même si tu connais les joueurs, de pondération, quoi. Peut-être que Bah, tu tu as vois, là, raison. par exemple, Vas-y. je te coupais sur les joueurs parce que je sais pas, je vais t'apprendre un truc. Je pense pas que, parce que moi, j'analyse, tu vois, j'analyse pour la semaine prochaine. J'ai déjà analysé certains matchs et donc en championnat des Philippines, on a une nouvelle équipe qui arrive, Hong Kong. Et donc, je me suis renseigné parce que moi, je voulais voir c'était qui l'entraîneur. Tu vois, on en revient un peu. Genre, qu'est-ce que tu fais en début de saison? Parce que pour les Philippines, ça va être un début de saison. C'est des championnats qui se renouvellent, enfin, 3-4 championnats par année. Et donc, il y a une nouvelle équipe qui arrive, Hong Kong. Qui joue au hockey dans la ligue, enfin, qui joue quand même la Coupe d'Asie. Et je check l'entraîneur. Et là, je tombe sur des articles en philippin et tout, enfin, en anglais sur le site des Philippines. Et j'apprends que c'est une équipe qui a priori recruté des stars. Moi, je connais pas les joueurs. Donc, tu vois, là, on est typiquement dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui intègre un nouveau championnat. Parce que souvent, les Philippines, ils font ça, ils invitent une équipe comme ça dans leur championnat. Et avec soi-disant des stars, ils ont pris un très bon joueur qui joue à San Miguel, je crois, une belle équipe l'an dernier, un Américain que je connais pas.
Donc là, typiquement, on est dans le cas de spéculation. Est-ce que la mayonnaise va prendre, cette équipe-là va être très forte en Philippines, ou est-ce que ils vont mal jouer ensemble et parce que Mm, finalement mm. les autres équipes ont peut-être plus d'automatisme. Donc, quel que soit, en fait, Dans le cas, finalement, mais des suivre le fois, mercato ou pas le suivre, c'est très difficile à le pondérer, etc. Et puis, de toute façon, tout est reflété dans les stats, finalement. Donc, il y a moyen de s'en sortir et même sans forcément suivre le mercato. D'ailleurs, j'avais une question là que j'ai oubliée et que j'y pense maintenant, enfin, avant d'oublier. C'est comment tu fais pour faire autant de pronostics? non, je fais. Bah ouais, Euh, t'as presque 100 000. Moi, c'est une question qu'on me pose aussi. Alors, il y a un truc, bon, je vais te poser la question, tiens, je pense que tu as une petite idée, mais tu laisseras quelques secondes pour laisser les gens réfléchir avant. Et Ok. souvent, c'est assez drôle. À ton avis, ou à votre avis, ceux qui écoutent, combien est-ce que je mets de temps pour analyser un match? Donc voilà, on laisse quelques secondes pour réfléchir. Et toi, tu me dirais combien, toi? Je sais comment tu bosses, donc C'est pour ça, mais je veux dire, je sais qu'il y a une partie que tu fais par algo, donc ça te prend quoi, une seconde, même pas pour 20 matchs. Après, pour ce que tu fais, enfin même pour des centaines de matchs, et après à la main, j'ai envie de te dire, ça te prend, je pense, entre 2 et 5 minutes peut-être, en fonction de l'info que tu veux aller chercher, non? ah ouais, tu vois, alors qu'on échange comme régulièrement sur Ouais, basket, non, mais des je crois que fois, c'est moi. En plus, quand je t'ai dit 2 5 minutes, je me dis merde, en fait, c'est pas une je vais pas minute, dire en que t'es à fait. côté, mais Non, en mais fait, vu que, il doit y vu avoir que des je, matchs quand tu vas enquêter, ça met un peu plus de temps quand même. Ça ouais, doit ouais, être. mais j'enquête quasiment jamais. Enfin, quand j'analyse les matchs, non, mais j'enquête quasiment jamais. Ouais, non, Donc, de mais. toute façon, le temps que je mets, je le sais quand des fois je regarde l'heure, je me dis, tiens, il est 10 heures, j'analyse, et puis genre à 11 heures ou à 10h30, combien j'en ai fait. C'est comme ça que je sais, je fais un temps moyen, quoi. Mm, Et mm. en gros, c'est une minute, quoi. Ouais, une minute. Un match, une minute. Une minute. Donc, moi, quand je commence le betting, encore une fois, là, je reviens en arrière, 2012, 2013, j'intègre les comités de parieurs. Il faut tout analyser, il faut regarder les matchs. Tu vois des tipsters, des fois, on a regardé les deux derniers matchs de l'équipe, j'ai lu la presse, machin. Alors, je pense que tu peux être quali, mais on en revient au fameux débat qualité-volume. Ok, tu vas être très quali, mais tu vas avoir un volume tellement petit que tu t'exposes à une variance. Même si, bon, si tu as une super quali, la variance, tu la maîtrises, mais bon, que moyennement. Moi, je préfère faire un énorme volume et avoir une quali Bah, comme tu qui l'as dit, est très sur bonne en 500 plus. bêtes, tu peux perdre de l'argent. Et 500 bêtes pour un parieur qui va regarder tous les matchs, qui va C'est enquêter, impossible. hein, machin, et il va pas les faire, hein. Donc, Attends, 1000 pronostics par mois, ça fait 4000, 40 000 minutes. Parce qu'un match de basket, c'est 40 minutes. Je te compte même pas la NBA, la Chine et les Philippines qui jouent en 48. En mettant 40 000 minutes, c'est strictement impossible. Donc, alors, j'ai dérivé du sujet. non, bah, Euh, tu disais que oui, tu étais. comment je fais pour faire autant de matchs? Ouais, voilà, c'est ça. Et Bah, tu c'est que j'analyse analysais toute en une minute, t'analysais 30 minutes en une minute et tu disais que avant en 2011-2012 et tout, et après t'es parti sur le fait que on revient au même de qualité, volume, etc. Et après t'es parti Ouais, dans. bah, parce que j'ai appris, enfin, j'ai retenu que j'ai quelques paramètres qui sont importants. C'est la vitesse de l'équipe qui transcrit le niveau de jeu. Je regarde forcément le classement, les enjeux. J'ai un petit peu des notions de calendrier en tête. Je sais que Milan, Olympiakos, qui sont des équipes d'Euroleague, bah, je sais quand elles jouent le week-end qu'elles vont jouer l'Euroleague des fois dès le mardi, mercredi. Donc, si elles jouent un adversaire très, très faible, je sais qu'elles vont probablement faire tourner au dernier quart-temps. En fait, il y a plein de paramètres, mais que ça se fait très vite, vu que je bosse sur Excel, j'ai toutes les stats. C'est-à-dire que moi, tu me mets un match, bah, pour n'importe quoi, Milan-Cremona en Italie, tiens, c'est le match qui avait, je crois, lundi. Moi, j'ai direct le point moyen de Milan, de Cremona en Italie, j'ai celui de Milan en Euroleague. Je regarde ça, je regarde la vitesse des deux équipes, je regarde le pourcentage au tir, si ça défend bien, machin. Je vais sur Mhm, Flash, je regarde les derniers résultats, parce que parfois, moi, je peux pas regarder que la valeur moyenne. Tu peux avoir une anomalie. Tu peux avoir un score très élevé ou très 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 bas qui du coup te flingue ta moyenne, surtout en début de saison quand il y a très peu de matchs. Donc tu regardes l'historique, est-ce qu'ils se sont joués? Ah, tiens, des choix. Ah, tiens, ils se sont joués en amical, donc c'est intéressant. C'est quand même une confrontation récente, plus récente que quand ils se sont joués il y a un an dans le championnat d'Italie. Donc je fais à peu près tout ça et ça va très vite, quoi. Ça va très vite. mhm. Et t'as automatisé Globalement, certaines tâches comme la récupération des stats du coup. ouais, alors effectivement, ça c'est un truc que je fais depuis 2 3 ans maintenant. Avant les stats, alors la première version, c'était j'ai noté à la main. J'allais sur le site officiel
Mm. d'Italie, sur le site officiel de Russie VTB, sur le site officiel de Chine, de Japon, machin, et je notais moi-même à la main chaque chiffre. Mm, mm. C'était très long. C'est long. Ensuite, c'est pendant le Covid. Moi, j'ai voulu faire du Covid, donc 2020, on a plein de temps. Je me suis dit, c'est le moment de gagner du temps, de s'améliorer. Donc là, je travaille beaucoup sur Excel, j'ai développé des macros, j'ai appris ce que c'était qu'une macro, déjà, je savais pas. Puis pour que tout simplement, en faisant copier-coller les stats d'une fiche de score d'un match de basket sur mon tableau Excel, ensuite, en faisant un raccourci clavier, je pouvais choisir les stats que je voulais, le pourcentage, le nombre de tirs tentés, etc. Donc j'ai d'abord fait ça, c'est-à-dire que je gagnais beaucoup plus vite les statistiques, mais je devais quand même faire tous les matchs un par un. Et l'étape suivante, c'est que je passe maintenant par un développeur qui me donne 2 fois par semaine les stats de tous les matchs au format qui me convient. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment automatisé. Donc la récupération de stats se fait très rapidement. L'analyse, du coup, se fait assez rapidement. J'ai aussi fait des algos, grâce, encore une fois, pendant le Covid. C'est là On te que, fait contacter quand j'ai vu les d'ailleurs. macros, la macro m'a ouvert à l'algo aussi. Donc j'ai fait des Mm, algos mm. aussi, cut et même handicap aussi, j'avais essayé. Mm, mm. Et cut, donc pour me calculer un code, j'ai essayé de transmettre mon raisonnement sur un algo, ce qui est pas facile, mais qui, de fil en aiguille, en essayant d'améliorer, faire des petites corrections, j'arrive à un truc qui tient la route, ce qui fait que quand j'ai pas le temps, je m'appuie sur mon algo. Quand j'analyse à la main, imaginons, parce que moi j'analyse à la main les matchs en avance, je mets un cut à 150 et que mon algo il met 156, je vais me dire, quand même 6 points d'écart, est-ce qu'Antoine là, alors des fois je dis non, Antoine, t'as raison, l'algo il se plante parce qu'il y a telle erreur statistique et j'ai raison, il y a tel enjeu machin, des trucs que l'algo peut prendre en compte. Et des fois, je me dis, ah non, ok, je dois me tromper un peu, j'exagère un peu et j'adapte ma valeur très légèrement, je me fais converger très légèrement vers mon algo. Donc ça, je pense que ça m'a fait gagner et du temps et un peu de qualité, parce que c'est comme s'il y avait une deuxième analyse, quoi, un deuxième moi avec un prisme un tout petit peu différent qui analyse. Une manière d'analyser peut-être plus froide, moins émotionnelle peut-être, et qui te permet d'améliorer ta prise de décision. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition par rapport au futur des paris sportifs. Toi, tu le vois comment avec l'avènement de l'IA qui se développe, etc. Est-ce que tu penses que il va falloir se devenir hybride, mais Moi, je que pense qu'on a quand même du temps devant nous, parce que parfois, certains ont peur que l'IA fait que c'est plus possible de gagner au paris sportif dans quelques années. Déjà, le fait que les liquidités soient assez basses, si je parle du basket en général, hors NBA, même l'Euroleague, le championnat de France, c'est pas des liquidités très très élevées, quoi, 2, 3, 4 000 euros. Il va pas y avoir des industries qui vont aller là-dedans pour gagner de l'argent, ce sera pas rentable. Il n'y a pas assez d'argent à se faire. Donc peut-être qu'en NBA ça existe, mais en tout cas, voilà, le basket, il y a tellement de championnats qui sont proposés que pour moi, il n'y a pas encore assez d'argent sur les marchés, moi, à part la NBA encore, que je peux peut-être mettre de côté, pour que vraiment je sais pas, des boss de l'IA s'y mettent et ils nous piquent toutes les values avec des robots, ils prennent tout, c'est hyper bien analysé, on peut plus rien faire, il n'y a plus qu'une value. il y a pas Et là, il assez y a cet d'argent en aspect-là. fait. Ça coûterait trop cher à développer par rapport à la rentabilité. Voilà, je pense. Grâce aux limites de code, finalement, on se plaint souvent des limites, mais le fait qu'elles soient basses, ça exclut une certaine catégorie de gens qui pourraient être potentiellement très compétents. Ouais, le jour où on aura, je sais pas moi, 150 000 euros sur le championnat troisième division japonaise, là on va pouvoir flipper là. Ouais. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect mental, encore une fois. Alors, c'est une entreprise avec qui gère de l'IA, avec un robot, sera peut-être moins touché, mais l'aspect, encore une fois, mental, que c'est difficile de gagner, ça s'invente pas non plus. Donc, moi, je pense que donc, globalement, les paris sportifs ont de beaux jours devant eux encore. Enfin, ça reste un combat, c'est pas forcément le terme que je voulais utiliser, mais c'est les gens contre les gens, c'est un parieur contre un parieur. Donc, les gens, les humains ont toujours voulu parier, je pense, depuis que l'argent existe et peut-être même avant, hein, depuis les gladiateurs, les Romains. Enfin, c'est humain de vouloir parier. Ah, je te parie que lui va faire ça. Ah, je te parie que lui va faire ça. Ah, je te parie que les Lakers ils vont gagner. Ah, je te parie que la France elle va faire un over 147 contre Chypre. Enfin, t'as tout type de paris. Ça a toujours existé, donc je pense que ça existera pendant très longtemps. Les values resteront, enfin, il restera toujours des values. Peut-être que ça va être un peu plus dur de gagner, peut-être. En fait, c'est pareil, là encore une fois, il y a un paradoxe. On devrait avoir, je m'attends, à ce qu'il y ait de plus en plus de parieurs, parce que je pense que plus il y a d'Internet, plus c'est connu, plus ça se démocratise. Donc, d'un côté, plus il y a de parieurs, plus il y a de débutants, donc pas très performants, mais plus sagesse des foules, plus de monde parie, plus de monde donne son avis, plus la cote s'ajuste. Mm, Mais moi, je pense pas que l'IA enfin, l'IA, ça reste. Attendons de voir ce que c'est. Moi, j'ai fait un algo. Je vois la difficulté que c'est pour en avoir un. Tu as quand même énormément de subtilité. En global, tu peux faire un truc qui tient la route en qui tient la global. route, ouais. Mais après, qu'il soit très précis sur chaque match.
En fait, des fois, je vois la différence entre mon algo et la valeur que je mets à la main. Je sais pourquoi il y a une différence et je me dis, mais c'est un cas très particulier. Parce que des fois, pour une situation quasiment similaire, je fais une action dans un cas et je la fais pas dans l'autre. Mm. Donc, je pense que, voilà. Après, par contre, ce vers quoi on tend, enfin, je pense que c'est ce que j'essaie de tendre et toi aussi. On a envie maintenant, on n'a plus envie d'être le parieur d'il y a 10 ans, qui analyse tout à la main, qui écrit tout à la main, qui prend tous ses pronostics à la main. On a quand même envie de gagner du temps, d'automatiser des tâches, tâches ingrates de récolte de stats, des tâches d'analyse si on peut s'aider d'un algo ou voire d'avoir un algo complètement, la prise de bête qui peut se faire de manière automatique. Je pense que ça, c'est quelque chose vers lequel nous et l'investisseur plutôt que le parieur récréatif aimerait tendre. Et ça, Ouais, c'est ça vrai. c'est possible. Et je pense quoi qu'on va se diriger plus de ce côté-là parce que quand on se voit pas forcément passer toute notre vie entre guillemets devant le PC à analyser des matchs comme tu dis à l'ancienne, papier, lire des articles, etc. Je pense que ça marchait même avant Internet, tu vois. Enfin, c'était obligatoire de faire cela parce que c'était voilà les gens qui allaient choper les journaux locaux pour avoir des informations dans des aéroports et puis avoir un réseau et des contacts et pour avoir les infos avant tout le monde et que tu vas parier sur des shops qui vont mettre 20 ans à se réajuster, c'était bien plus facile entre guillemets avant et je pense que après c'est devenu plus difficile avec Internet mais et puis ça va devenir peut-être de plus en plus difficile comme tu dis mais pour le moment comme tu l'as bien souligné le le coût du développement d'une IA par rapport à la rentabilité, autant ça peut être que sur les championnats majeurs que ça peut être rentable. Et à mon avis, ça doit coûter cher. Je n'ai aucune idée de combien ça coûte, mais ça doit coûter assez cher par rapport aux serveurs et tout, machin, l'énergie, puis développer ça, quoi. Enfin, il faudra retrouver les mecs de compétences et tout ça. Donc, Ouais, non, puis moi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu trouvais la value belle, c'est-à-dire que une IA faudrait aussi qu'elle prenne en compte les absences des joueurs. Comment une IA va intégrer que LeBron James fait son retour après 3 semaines d'absence? Est-ce que à quel point il va être impactant ou pas? L'enjeu enfin, ouais, t'as cette année en Europe, enfin, t'avais l'an dernier une petite coupe d'Europe, le NBL. Je sais pas si tu suis ça, je suis pas non, sûr. ça. Non, mais t'as vraiment des clubs de tout niveau, mais très, très, très disparates. T'as de la Roumanie, t'as quand même quelques équipes de grands championnats, style t'as Bamberg en Allemagne, tu dois avoir Bristol en Angleterre, qui n'est pas une bonne équipe hein, pour le coup. T'as vraiment des niveaux extrêmement variés, et quand je vois des résultats, je me dis, ouais, mais ils jouent pas à fond, c'est pas possible, quoi. Tu vois des trucs qui paraissent invraisemblables, donc ça, comment une IA, je prends un exemple particulier, comment une IA va intégrer la motivation des équipes dans une ligue, dans un championnat d'Europe qui est vraiment là pour le Et coup. les écarts de niveau de ligue aussi. Bon, tu vas peut-être trouver une pondération, mais c'est chaud. C'est chaud. Mais ouais, non, Ouais, ça, donc moi je pense que le betting a quand même de beaux jours devant lui. puis Euh, comme tu dis, surtout quand tu vois qu'on est en 2024 et qu'il y a des attitudes de parieurs avec tout le contenu qu'il y a sur Internet aujourd'hui et qui n'arrivent pas en fait à prendre le déclic, quoi, finalement. Je pense qu'on on en parle de plus en plus. Moi, quand je suis en 2008 à faire des paris sportifs, à la télé, j'en vois jamais. Là, maintenant, tu vois tout le temps des pubs de Winamax, Betclic, Paris One et compagnie là, à la télé. Là. Donc, tout ça, ça ramène du monde. Hein, la pub, s'ils en font, c'est que ça marche. Hein. Ouais, clairement, ça ramène du monde. Mais après, ouais, pourquoi le parieur ne... Ouais, je pense que le pari sportif, comme je le dis souvent, les bookmakers touchent une cible précaire, qui veulent de l'argent rapide et facile et de manière urgente et du coup euh, cherchent derrière à faire des combos, gagner plus rapidement, qui font des petites mises mais des grosses cotes improbables et derrière veulent se refaire et puis c'est l'engrenage de merde quoi. Non, puis les Et Français, tout est fait pour inciter à parier. On sait qu'il y a des pratiques de limiter les parieurs qui gagnent, d'encourager les parieurs qui perdent. Il y a un truc qu'il y a sur les sites français j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est que sur un site à l'étranger, genre imagine que tu mises 100 euros sur une cote à 1,70, ça te met que tu as gagné 70. Ça te parle en bénéfice. Sur tous les Mhm. sites français, tu mises 100 euros sur une cote à 1,70, ça te fait que tu as gagné 170. Alors que c'est la même chose, mais ils confondent un peu, comme s'ils confondaient chiffre d'affaires et bénéfice, quoi. Ils te mettent les confettis, machin et tout, dès que tu ouvres. C'est aberrant, c'est- ça fait vraiment. Ça fait jeu. T'as les feux d'artifice quand tu te connectes. Ah, vous avez gagné 3 paris. Mais quand t'en perds un, t'as jamais une photo de cercueil où vous avez perdu de temps. Non, jamais, ça, on passe sous silence. Ah, c'est sûr, c'est très gaming, c'est très jeu vidéo, et ça confirme les croyances de c'est pour s'amuser quoi. Et c'est le gros piège quoi.
Faut voir le pari sportif comme un investissement. Et voilà. Et une petite question, je sais pas si tu as du temps encore devant toi. Bon, Ouais, on a presque euh, terminé. un petit sujet. Euh, Comment tu gères financièrement les mois négatifs? Bah, déjà, ce qui est facile, c'est que du gain. Parce que depuis que je suis parieur, c'est forcément des gains que je perds. Là, je fais un stade où c'est ma bankroll, elle est jamais en danger, c'est que des gains qui sont perdus. Je crois, j'ai regardé pour pas dire de bêtises, j'allais dire, je crois que j'ai jamais eu 2 mois de suite négatifs. Ça paraîtrait invraisemblable, hein, mais il me semble que c'est le cas. Je veux juste un fichier là. Si c'est arrivé, ça devait arriver ne serait-ce qu'une seule fois. Non, depuis que j'ai mon bilan, donc depuis 2017, ça fait quand même, ça va faire 7 ans, ça va faire 8 ans même avec le 2024 en cours, j'ai jamais eu 2 mois dans le rouge de suite. Ça, quand même, c'est beau. Ouais, c'est beau, bravo. Et donc, par contre, j'ai déjà eu des périodes de doute, hein. Des périodes de doute. Là, cette année, j'ai fait un très mauvais mois de janvier. À l'époque, on échangeait, Ah, enfin, ouais, si je on crois que c'est échange mon mois de régulièrement janvier, dans il le. était catastrophique aussi, moi. J'ai fait un très mauvais mois de janvier. On avait échangé une fois, je sais pas si tu te souviens, j'avais pas gagné sur 2500 pronostics entre novembre et mars. Ouais, si, je me souviens, Mais ouais. pourtant, voilà, moi, si tu prends le résultat au mois, j'en ai un seul dans le rouge, mais pendant 5 mois de suite, je gagne pas. C'est-à-dire que j'ai dû faire un mois, j'ai dû faire un Bonnement. excellent mois qui fait que le panier des 5 mois était positif. Hum. Et donc, comment je le gère? Bah, en fait, C'est ça des a gains tellement déjà. évolué. Le jour où, effectivement, j'ai 3 mois dans le rouge de suite et des grosses pertes, comment je réagis? Là, je sais pas trop. Et je me suis un peu posé la question. Franchement, cette question-là, je me la suis posée parce que j'ai augmenté mes mises en début d'année. Parce que bah, très régulièrement, moi pour moi le début d'année c'est septembre. Je fonctionne en année un peu sportive quoi, donc septembre à juin, juillet, août quoi. C'est même plutôt juillet, août parce que là bref, peu importe, on s'en fout. Mais j'ai décidé d'augmenter mes mises à partir de septembre. Et j'ai aussi un truc que j'ai changé aussi cette année que je trouve très pratique. C'est qu'avant, parce que moi je mise sur le basket, mais je prends pas. Il y a différents cuts qui sont proposés pardon, avec différentes cotes. Des fois une cote à 2, des fois une cote à 1,60. Si tu sécurises un peu, tu prends un cut un peu plus safe, mais t'es moins payé, etc. Et les bookmakers, ils mettent pas toujours le même écart. Bon, là, je parle un petit côté technique très rapide, ils mettent pas toujours le même écart entre les différents cuts. Alors pour moi, ça devrait à peu près être le même. Ce qui fait que dans certains cas, je vais chercher la grosse cote à 2,1 et des fois, je vais prendre la plus basse, et c'est très souvent le cas, je prends la plus basse, qui est par exemple, je sais pas, un 62, un 67, etc. Et du coup, ça fait pas sens de mettre la même mise sur une cote à 2,1 qu'une cote à 1,67. Donc Hum, d'une, j'ai augmenté mes mises, et de deux, je raisonne maintenant en to win. C'est-à-dire que ok. je fais un petit tableau avec la confiance que j'ai, enfin, selon mon analyse, qui fait qu'en fait, sur des cotes à 1,60, maintenant, je peux vraiment mettre des mises bien plus élevées qu'avant. Parce que Ok. je suis passé en to win et j'ai augmenté mes mises. Ce qui fait qu'en novembre, bah, quand j'étais le 10-11 novembre, ça m'a effleuré l'esprit, quand j'étais à moins 38 quand même, avec des grosses mises. Je me suis dit, ouais, si tu fais encore moins 38 là, qu'est-ce qui se passe quand même? Parce que là, je voyais quand même mes seuls bookmakers qui descendaient. J'ai dû refaire, je crois, un seul dépôt. Petit Parce que moment de doute. j'aime pas trop retirer, j'aime pas trop déposer. Donc en gros, je laisse sur les books, normalement, j'ai largement ce qu'il faut. Parce que j'ai plein de books différents pour diversifier. Mais petit moment de doute où tu dis, ouais, je refais un dépôt. Et si ça continue, il faut que je refasse un deuxième. Et là, Hum, bon, bah voilà, tu sais que c'est du gain, mais t'as jamais la certitude, même si mathématiquement, tu te dis, ouais, je gagne depuis 100 000 bêtes. Sur 1000 bêtes, c'est possible de perdre. Sur 10 000 bêtes, c'est impossible, mais t'es jamais sûr à 100% que si tu fais ça, tu vas gagner. Je reste très confiant, mais t'es pas sûr. Donc, on va dire un petit doute, ouais. Finalement, qui n'a pas eu le temps hum. de s'installer parce que les résultats sont repartis, mais Ouais, ouais. Et donc du coup, bah tu as un fonds de sécurité, je suppose, pour encaisser quand même mine de rien quelques mois. oui, 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 bah, de toute façon, ça reste des gains, c'est de l'argent que j'ai investi ailleurs, donc notamment en crypto, là. Les chéquets, ils n'avancent pas, hein. On est qu'à 97 000 là. On a un BTC qui veut pas péter 97 000, il veut pas complètement le péter les mal. 100 000 là. Donc, non, j'ai pas d'argent de côté à plein d'endroits différents que je peux rapatrier évidemment si besoin. Mais quand je me suis dit, bon, quand même, voilà, imaginons, qu'est-ce que je fais parce que ça m'est jamais arrivé 2 mois de suite, en fait. Mhm. Puis depuis 2017, avant, ça m'est forcément arrivé. Bah, Ah, après, donc, je reste confiant parce que sur mes analyses, je note pas la CLV, je pense que peut-être que je la noterai. Mais quand je vois mes pronostics, je regarde ma cote, je regarde la cote là avant le match, je vois que j'ai des values. ouais, ouais. Très souvent le marché, quand des fois je peux sur KNJ, j'ai des super values, donc je reste très confiant en fait. Dès qu'un truc sort sur Pinacle, je sais dans quel sens quasiment, enfin, des fois je me trompe, mais je peux dire s'il est mal ajusté, je me dis ah là ça va baisser.
Donc, le Mhm. partout où j'arrive à lire le marché, en fait, comme ça me. Voilà, je serais plus inquiet le jour où il y a beaucoup de pronostics, j'aurai des mauvaises anticipations. Ça peut m'arriver en NBA, par exemple. Ouais. Par exemple, en NBA, là, bon, pour faire un aparté sur 2 matchs, mais j'ai eu deux exemples. J'en ai un que j'ai une très belle anticipation sur un Toronto-Minnesota, donc bel under, très bien anticipé, genre 2-3 points d'avance. Et il y en a un autre, je dois avoir 1 ou 2 points de retard. C'était l'under entre Charlotte et Détroit. Donc tu vois, là, c'est 1 sur 2, donc ça me va. Mais imaginons, j'aurais les 3 bêtes en NBA, les 3 balles anticipées. Et ça se fait ça plusieurs nuits de suite. Pareil en Euroleague. Bon, bah, je pense ça, plus résultat qui chute, etc. Ouais, 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 bah, bon j'appellerai mon après, bon copain là, Laurent Blanc. c'est comment? Je vais dire, j'appellerai mon copain Laurent Il Blanc faut et je dirai, sauver tu le sais quoi, soldat Antoine. on fait du coaching. Non, d'ailleurs, je reviendrai par rapport à ça, l'importance d'échanger, l'importance de partager. On finira peut-être par ça. Mais ouais, non, après aussi, là, on est du côté du prisme. Si on prend le jeu vidéo, tu commences niveau zéro. C'est pas la même mentalement qu'aujourd'hui, tu vois. Hein. Donc, là, avec le temps, t'as construit une confiance, t'as construit un historique, t'as pris du gain, t'as réinvesti à droite à gauche. Enfin voilà, tu as géré. Correctement en fait ton parcours de parieur professionnel. Forcément, si c'est pas la même que si tu commences avec ta bankroll quand tu démissionnes de ton taf de prof et puis tout de suite bam bad run quoi. Tu vois, En fait, c'est il y a quand même une règle qui est primordiale. Je pense que c'est important de la rappeler, parce que je ne sais même pas vas-y si rappelle-la. tout le monde est au courant. Une règle qui est primordiale, tout l'argent que tu dédies au paris sportif, donc ta bankroll, si ça disparaît entièrement, ça ne doit pas changer ta vie. Tu dois quand même pouvoir payer ton loyer, payer ta bouffe, partir en vacances, avoir quelques loisirs. Moi, évidemment, on le souhaite à personne et je ne me le souhaite absolument pas. Mais si tous mes comptes là tombent à zéro, bon, bah, ma vie continue. Bon, bah, ok. Bah, soit je réinvestis, je refais une nouvelle bankroll, soit je bosse, mais ma vie s'arrête pas. Je peux me mettre d'ailleurs avec ce que j'ai gagné plusieurs années sans bosser. Donc, Mm. donc quelqu'un qui commence, parce que pour le coup, tu lâches. La question était peut-être dans ce sens-là. Que fait quelqu'un qui commence quand il a un bad run d'entrée, quoi? Bah, Mm. déjà, faut qu'il ait misé de l'argent dont il n'a pas besoin. Si tu commences et que tu sais même pas si tu es gagnant, tu as juste fait un test sur la CLV au bout de 100 pronostics, tu as l'air gagnant, ok, c'est déjà très encourageant, très belle étape. Va pas faire des mises à 100 euros si pour toi 100 euros c'est une très grosse somme. Faire des Mm. petites mises. Moi, mes mises, elles ont fait que d'augmenter au fur et à mesure. Moi, au début, j'avais des petites mises. Petites mises, elles vont. Faut imaginer la boule de neige. Au début, tu démarres petit. Si tu as vraiment trouvé une stratégie rentable, le truc le plus dur qu'il faut maîtriser, c'est juste être patient. T'imagines une boule de neige, elle va rouler et petit à petit, elle va grossir, elle va Ouais, grossir. surtout avec les intérêts composés cumulés que tu peux mettre Voilà. en place, quoi. Tu montes petit à petit. Ah, j'ai fait du bénéfice, je monte ma mise, et puis petit à petit, ça fait effet boule de neige, quoi. Le plus dur, si on était des robots, c'est-à-dire le mental, la variance, ça ne nous impacterait pas, les bad runs, moins 38, ça ne nous impacterait pas. Le plus dur, ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie rentable. Et une fois que tu l'as, si tu l'as, c'est pour ça qu'il faut accepter d'être patient. Si tu l'as, bah, sois patient, tu vas subir des bad runs, tu vas subir des machins, mais mets des petites mises petit à petit. Si tu as la stratégie rentable, tu vas traverser les bad runs, tu vas traverser les mauvaises périodes, et tu vas augmenter, ton capital va augmenter, et donc tu vas augmenter tes mises, etc., etc. Mhm. Enfin, faut que tout soit cohérent les uns avec les autres. Donc Mhm. vraiment, le plus important, c'est d'avoir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Personne ne se le souhaite, mais si c'est vraiment de l'argent que tu es prêt à perdre, tu accepteras beaucoup plus facilement. C'est Tu c'est dormiras tout. mieux la nuit. Si vous voulez vu des paris sportifs, c'est toute une préparation en amont. C'est-à-dire, c'est pas la one again, c'est ok, je veux faire ça, donc j'ai ma bankroll que je suis prêt à perdre. Si ça se passe mal, j'ai ça, je peux vivre pendant tant de temps. J'ai la possibilité, bah, comme tu dis, ça se passe mal, d'aller rebosser. Tu peux devenir prof, voilà. Et je veux dire, c'est pas une fatalité en soi, mais faut se préparer. C'est comme tu vas à la guerre, entre guillemets, bah, tu prépares ton gilet pare-balles, tu prépares ton chargeur, tes munitions, tu vois ce que je veux dire? Et puis, un petit de l'eau avec ta gourde, enfin voilà, tu te prépares, c'est pas j'y vais sans rien, quoi. Et, euh, et question qu'on va poser dans les commentaires, forcément, combien de bankroll faut-il pour vivre des paris sportifs? Et moi, je réponds toujours que ça dépend énormément de choses, où tu vis, ta situation familiale, ton Alors, je rythme de pensais même pas à vie. ça, tu vois. Je Ah, pensais tu même pas à pensais ça, pas mais à ça? effectivement, Bon, bah, ça va t'as raison de le compléter. dire. Quelqu'un qui vit à New York ou quelqu'un qui vit je sais pas, un Au pays Mexique. et voilà, bah, Mexique, non, mais un pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas, quoi. Mm. L'Amérique du Sud, l'Afrique, ce sera pas le même train de vie.
Bah, ça dépend combien de banquerolles. Ça dépend du volume, du ROI. C'est ça aussi que Je vais faire un j'allais petit dire. calcul très vite. Je me tente un petit calcul très vite à l'envers. Vas-y, très vite. On va voir où ça nous mène. Bon, prenons quelqu'un qui va en vivre, on va dire, confortablement. Donc, disons 3000 euros. 3000 euros, tu veux gagner en moyenne 3000 euros par mois. 3000 euros par mois, donc, faudrait trouver ton ROI. On va dire qu'on a un ROI de 3%. Réaliste. Ouais. 3-4%, allez, si on prend 3%, bah, si on prend 3%, ça veut dire qu'il faut miser 100 000, si je dis pas de bêtises. En live, des fois, on se plante, hein. Bah, si tu mises 100 000 euros, donc ton turnover, 100 000 euros par mois, 3% de droit, ça fait 3 000. Donc 100 000 euros par mois, ok, il faut une B4 combien pour faire 100 000? Faut, bah, en fait, tout dépend, c'est toujours Tout pareil. Si dépend tu as du un patrimoine volume, quoi. d'entrée, tu vas Ouais, là. c'est ça. Si t'as de la chance, avec 20 000, ça peut déjà suffire. Avec 20 000, tu peux faire tourner 5 fois ton Mm, capital en un mois, mais faut quand même un beau volume. Faut pas que tu commences par un bad run, quoi. c'est ça. Donc, tu vois, à la Pour, louche, pour être large, 50 entre 20 et 000, 50 100 000. 000, ouais, 20, 50 000. Mais là, on parle de quelqu'un qui a une stratégie vraiment aguerrie, une fois de fois. Techniquement, c'est le plus dur. Parce que là, on parle de quelqu'un qui a 3% de droit à très long terme, qui est une belle performance. Des fois, le roi, ça fait pas rêver 3%. Moi, j'ai commencé comme ça, hein, encore une fois, quand je découvre les paris. Moi, j'apprends qu'un bon tipster, c'est 10-15% de droit, 3% c'est nul, tout ça. Donc, avec le recul, en ayant discuté avec des parieurs beaucoup plus expérimentés qui gagnent vraiment, parce que entre les parieurs qui gagnent vraiment et ceux qui disent qu'ils gagnent, il y a une différence. Mm, En fait, sur les sites qui. Alors, tu peux avoir 20% de droit sur un betclic.fr, par exemple, parce qu'ils font mhm. des énormes erreurs. Sauf qu'ils vont te limiter quand tu gagnes. Sur les sites étrangers qui limitent, tu peux avoir des 15-20% de droit. Par contre, sur Moi, les je, sites asiatiques, sur Betfair, sur Pinacle, tu peux pas avoir 20% de droit sur 10 000 pronostics. Tu peux peut-être en étant en ouverture sur de l'ultra niche, et du coup, tu auras des toutes petites mises. ouais. Donc, en gros, moi, ce qu'on m'avait dit, c'était 10% de droit tout oublié, hein, sur Pinacle. Ça, c'est impossible, hein, sur des dizaines de milliers de pronostics, hein. Enfin, c'est impossible. On ne veut jamais dire que c'est impossible, hein, mais déjà, ouais, entre 2 et 5%, t'es un très très bon roi, quoi. Bah ouais, moi j'ai 2,12% de droit sur presque 10 000 pronostics. J'ai un peu dépassé les 10 000 là. Ça fait pas rêver, mais c'est dur quoi. Euh, pour augmenter la qualité, c'est une question qu'on se pose. Bah voilà, peut-être suivre plus les joueurs, être améliorer ton timing de prise de bête. Mais ouais, enfin c'est, je pense que les gens se rendent pas compte de que ouais 2-5%, allez même un 5%. Déjà à partir du moment où tu bats la marge du book, ça veut dire que s'il n'y avait pas la marge, tu serais un parieur rentable quoi. S'il tricherait pas avec une une marge, tu vois. Donc, Ouais. donc Donc la question de bankroll, ouais, pour en vivre sans stresser, ouais, moi je dirais minimum 50 000. Parce qu'à hmm, 20 000, tu dois être sur du ouais, tu dois être sûr 1%, du coup. 1,5% de mise de ta PK. Tu vois, tu fais un moins 38 comme moi. Si tu mets 1,5%, ça fait 45%. Tu perds la moitié de ton argent. Hmm, Donc ça peut aller vite, quoi. Toujours. En fait, tout c'est toujours pareil. C'est pour ça que les mises, il faut qu'elles fassent petit progressivement. C'est toujours plus facile de perdre du gain que de perdre ton capital au départ. c'est Donc, clair. pour pas perdre son capital au départ, faut être sûr de la stratégie, donc l'avoir testé avec la CLV, avoir misé petit. Il faut vraiment être. C'est dur à dire, hein, pour moi aussi, il faut vraiment être patient. Si tu as la bonne stratégie, elle va tenir des années. Par contre, si tu te crames les ailes à miser trop vite, bah là, sa bankroll, elle va pas tenir des années, quoi. Hmm, Et hmm, pour s'en hmm. reconstituer une, c'est donc malheureusement ou heureusement d'ailleurs, faut avoir des discours prudents, quoi. Les paris sportifs, dans les rapports de l'ANJ qui sortent, donc c'est que en France. Donc ça compte pas tout, mais ça compte une bonne partie. Je crois que c'est 3-4% qui ne perdent pas. Donc ça veut dire que quelqu'un là, les gens qui nous écoutent, qui veulent gagner au paris sportif, en faire un complément, c'est possible, c'est déjà dur. En vivre complètement, il faut avoir à l'idée qu'il n'y a que 2-3%, peut-être 1%. Parce que si on prend les paris qui arrivent à en vivre en France, je sais même pas, c'est même pas 1%, en fait. 1%, ce serait beaucoup. C'est même pas 1%. D'ailleurs, la stat sur ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par an en France, je sais plus c'est combien, c'est 0,2 ou Hmm, 0,02, c'est quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir à l'esprit que c'est quelque chose de très difficile, hmm. qui peut être passionnant, mais il faut vraiment des règles carrées.
strict. Et Le d'ailleurs, tips. tu vois, on voit qu'il y a très peu de parieurs gagnants et c'est aussi pour ça que les parieurs, dans sa majorité, n'y croient pas parce que ils en connaissent pas des parieurs pros, ils n'en voient pas tous les jours, etc. Puis en plus, toutes les arnaques sur Internet, tout le monde est pro, etc. Donc forcément, bah, il y a ce doute hein, qui s'installe, mais en fait, c'est parce qu'il y en a pas beaucoup. Bah ouais, ouais, Et ouais. voilà. Et d'ailleurs, je sais que tu as été tipster par le passé. Pourquoi t'as décidé d'arrêter de partager cette activité? Tipster, c'est donc j'ai été pendant 4 ans. Ça avait bien marché. La dernière année avait été négative, mais les 3 autres années avaient été bonnes. Et j'ai pas arrêté parce que ça avait été négatif d'ailleurs. J'avais arrêté pour 2 raisons. D'une part, ça a toujours été une petite partie seulement de mes revenus. Donc à la fois c'était pas beaucoup de temps parce que tout le travail que je fais pour moi, bah finalement ça me coûtait pas grand-chose de plus de le partager. Tu Donc envoyais ça pas tous c'était tes pronostics, je suppose. voilà, non, j'en envoyais que quelques-uns, enfin que ceux qui restaient une fois que moi m'étais servi. Et j'ai toujours fait passer en premier, hein. Je suis toujours dit que j'étais parieur avant tipster, mais après une fois que moi j'ai posé mes mises et que je fais plus rien, s'il reste des values, grâce à mes connaissances, autant les partager. Donc sinon, j'étais Mhm. assez demandé pour ça, donc les gens ont été plutôt contents, bah, sauf ceux qui sont arrivés la dernière année, ils n'ont pas gagné. Donc d'une, ça disait bien parce que ça me prenait peu de temps. L'autre côté, c'est que ça prenait quand même un peu de temps tous les jours finalement. En fait, t'avais peu de temps, mais t'avais un peu tous les jours. Et un peu tous les jours, bah, ça va contre les aspects de liberté un peu qu'on a envie d'avoir, temporel, géographique, etc., comme on dit tout à l'heure. Pour Mhm. un revenu financier qui était intéressant, qui était rentable en taux horaire, et dont je n'avais pas besoin. Financièrement, c'était qu'une petite partie de mes revenus. Et puis, bah, l'autre raison, finalement, elle est plus juridique, c'est que j'avais appris la dernière année que en France, légalement, tu peux pas vendre de prestations de conseil contre de l'argent. Donc, parce que c'était conçu comme un jeu de hasard. Donc je me suis dit, bah c'est bon, déjà, ça me prend un peu de temps tous les jours, c'est un aspect d'argent que j'ai pas besoin. Si en plus c'est pour venir se faire embêter derrière, même si j'étais très très loin des arnaqueurs, ceux qui te promettent des millions d'euros, qui avaient des milliers de clients. Enfin, moi, en Mhm. gros, Bah, je crois quand je que faisais, ce qui est surtout interdit en France, c'est les promesses de gain. Au-delà de, voilà. Donc, c'est pour ça que les clubs, je crois que c'est autorisé. C'est un peu comme t'inscrire à un club de foot où tu vas jouer au foot. Bah là, tu vas discuter paris sportif, quoi. Tu vois. Mais voilà, non, faut oui, pas non, qu'il y mais ait de promesses de gain, quoi. voilà, c'est ça. Parce que comme aux yeux de l'État, c'est un jeu de hasard, faut pas promettre un gain à un jeu. Mm, Donc mm, c'était mm. donc c'est voilà, ces deux arguments-là. Finalement pas nécessaire. Et puis bah en plus si c'est pour avoir des ennuis plus tard, bon bah, je laisse tomber et puis c'est pas Mm, grave. mm. Ça Et m'arrive. t'avais fait ça pour ouais l'envie de contribuer, de partager. Bah c'était ça parce qu'effectivement par ailleurs on est quand même un peu toujours dans son coin donc c'était ouais partager avec des communautés. J'ai fait plusieurs communautés de parieurs, partager mon expérience, partager des bons pronostics. Les gens m'ont souvent remercié, me remercient encore parce que j'en partage encore un peu des fois dans d'autres communautés. Et donc ouais ce côté-là est très sympathique pour le coup. Mais voilà ce que j'avais Ouais, à mais dire. t'avais peut-être aussi, enfin c'est ce que je dis aux gens aussi. Je pense que les gens se rendent pas compte aussi la pression que c'est d'être tipster. Qui est parce que les gens ont forcément une exigence de résultats, souvent court-termiste d'ailleurs, et qui est parfois irréaliste. Donc, il faut savoir gérer ces personnes-là, en fait, et parfois, même rationnellement, tu leur expliques et ils comprennent pas que c'est du long terme, quoi. Et souvent, ils suivent des tipsters pour rejeter la responsabilité sur les autres aussi, tu vois. Donc, c'est une charge émotionnelle et une pression, je trouve, euh, assez forte, quoi. Oui, oui, seulement sur bah, au fait, pour notre argent, déjà, on n'est pas content qu'on perd, mais faire perdre d'autres personnes, Mm. ça nous fait pas plaisir, quoi. Enfin, des fois, on voit les gens qui insultent les tipsters, qui disent t'es nul, machin. Vous inquiétez pas, les tipsters, normalement, on est tous des humains, on n'aime pas perdre pour nous, on aime encore moins faire perdre quand c'est les autres, d'autant plus quand c'est exposé publiquement ou non. Mm, mm. Le tipster, il sait qu'il fait un mauvais mois, voilà, on peut lui Y a dire de pas, temps en temps, mais c'est pas y la a peine pas de lui besoin. rappeler, quoi. Voilà, c'est ça. Ça fait double rappel. Ouais, alors Et inversement, quand tu gagnes, t'as la fierté de faire gagner d'autres gens en plus, puis on t'en dit, ah, t'es super, merci, et tout, et tout. Donc bon, bah, ça va ouais, comme une alors moi, leçon. ce que j'ai remarqué surtout, c'est que quand c'est normal, enfin, quand tu gagnes, c'est normal, et quand tu perds, c'est pas normal. Donc, en fait, quand tu gagnes, on te dit rien, ou on va te dire un petit merci, mais quand tu perds, on va venir plus te faire des réflexions, alors que gagner, c'est normal. Bah ouais, c'est normal. Je te suis pour gagner, donc, et j'ai pas à te dire merci, quoi, tu vois. Ouais, bah, c'est un peu ça, parce que les gens sont peut-être un peu déconnectés, encore une fois, des réalités.
C'est-à-dire que bah, on en revient à ce qu'on a dit au début d'interview, l'aspect mental, l'aspect difficile de gagner, l'aspect il faut quand même un certain volume pour combler la variance. Mm, Et puis à partir du moment où les gens payent pour ça, bah, ils attendent forcément un résultat mm. à court terme. En Et fait, payer au mois, quand tu as un abonnement au mois, par exemple, c'est presque une contradiction. Parce que tu fais payer un truc court terme que le tipster ne peut pas te promettre. On n'influe pas sur les matchs. Moi, quand il y a Toyama contre Fukushima qui joue au Japon, je peux pas influencer sur le match, quoi. Je suis pas là-bas, donc je peux rien euh, faire. Je fais mon analyse et puis c'est tout. non, c'est clair. C'est clair et voilà, et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est une activité qui est difficile, qui est contraignante. Et après, on le fait, voilà, principalement. C'est pour ça qu'à côté, je fais des interviews, je fais des vidéos conseils pour contribuer à apporter aussi de la valeur et aider les parieurs. D'ailleurs, on m'a beaucoup reproché des fois d'en dire trop, quoi. Ah, mais pourquoi tu dis ça? On va pas perdre de la value, etc., etc. Et je voulais notamment terminer par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, je pense que toi comme moi, s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient partagé par le passé, on serait pas là où on en est. C'est mon Ouais, humble avis. bah, oui, moi Et j'ai grandi grâce à d'autres parieurs. Si je n'avais jamais rencontré, je ne serais pas là où j'en suis. Donc, forcément, la rencontre, le partage, à un moment, ouais, forcément, fait avancer. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que toi, comme moi, toi beaucoup plus d'ailleurs, on a envie un peu de rendre aussi, même si on s'est beaucoup auto-formé, on a envie de rendre un peu aux autres ce que nous, on a pu obtenir aussi un peu par le passé. on n'a pas ce côté égoïste de tout garder pour nous. On pourrait, mais ouais, c'est un côté aussi gratifiant de partager son expérience et puis de voir des gens qui arrivent à bah, finalement un peu à gagner de l'argent et je pense que c'est important d'éduquer, de faire de la prévention, de partager une vision honnête, humble des paris sportifs, dire la vérité et puis en quelque sorte des fois quand je vois toutes les arnaques et toutes les fausses croyances qui se véhiculent dans les paris sportifs sur Internet. Tu sais, t'as un peu cette mission de santé publique, tu vois. C'est-à-dire que tu dis merde, si on n'est pas là pour, tu vois, faire le contrebalance, eh ben, ça va donner le champ libre à beaucoup de gens et qui vont dire des mensonges et qui vont arnaquer les gens, et ça va potentiellement ruiner entre guillemets des vies parce que bah, quand tu crois que il faut se refaire et que t'as personne pour te dire le bon chemin, eh ben voilà, je pense qu'on se rend pas compte de l'impact, toi comme moi, qu'on a pu avoir sur le milieu des paris sportifs. Je pense qu'il y Non, a mais je beaucoup suis de d'accord avec toi, parce qu'effectivement, quand on est passionné par un domaine qu'on maîtrise, ça nous énerve de voir ouais, des arnaqueurs en direct ou des gens parler de choses qu'ils connaissent pas, se donner des rôles qui sont pas. Donc, tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment. Il y a plein de personnes qui ont Mm, une parole qui va dans le bon sens, en tout cas, mais il y a aussi plein de choses, y compris les opérateurs. Enfin, faut s'y mettre aux yeux enfin, aux yeux du grand public que les opérateurs sont absolument pas des gentils. Hein. Les mm, opérateurs mm. ils sont là pour gagner, pour enfoncer ceux qui ont déjà la tête sous l'eau, pour mettre les parieurs gagnants dehors, tout ça. Donc, ouais, à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui exprime tout ça aussi. Ouais, non, c'est tout à fait. Tout à fait. Ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour, Antoine, hein. Tu me dis s'il y a des choses que tu as envie de rajouter. Non, bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, les conseils que je peux donner, sinon, éventuellement, pour terminer, c'est, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est si je devais recommencer, par exemple, tiens, imaginons, si je devais recommencer à zéro là, j'ai pas ma banquerolle, j'ai pas mes connaissances, tout ça. Tel est le cheminement, en fait, je voudrais refaire le cheminement que j'ai fait, sauf que pour le faire plus vite, pas passer les 8 ans, les 9 ans tout seul, bah, c'est s'entourer de parieurs, donc soit en contenu gratuit, soit en contenu payant. Bah, rien qu'en gratuit, on a déjà énormément de choses, je pense, en contenu payant, si on veut aller plus loin. Donc Rien vraiment que déjà que s'entourer cette de vidéo elle vaut beaucoup d'argent en vrai et bah, beaucoup de s'entourer de valeur, quoi. parieurs, voilà, s'entourer de parieurs, se former, après bah, être patient, je sais que c'est dur, hein, mais tester des stratégies. Alors après, voilà, quelle stratégie on veut. Soit on veut suivre un tipster, des tipsters, soit on veut faire ses propres stratégies, faire ses paris à la main, faire ses paris avec un algo. Tout est possible. Faut être patient, noter la CLV, avoir les notions de variance, miser de l'argent qu'on est prêt à perdre, être Tout, passionné. tout est possible, comme tu l'as dit, mais il faut accepter les contraintes C'est-à-dire que si tu vas suivre un tipster, il faut accepter les contraintes que tu es potentiellement moins de value.
Et Oui, il faut se dire que quand tu payes un tipster, tu payes la délégation de l'analyse et de la compétence, du moins la mise en place de la stratégie qui est rentable. Mais après, tout l'aspect psychologique, être fort mentalement, gestion des émotions, gestion de la bankroll, ne pas prendre quand ça a trop chuté, etc. Tout ça, c'est vous qui devez le gérer, quoi. Donc, faut être prêt, quoi. Voilà. Après, quand tu veux mettre ta propre stratégie en place, soit tu fais les grands championnats majeurs et tu le fais à la main, sans forcément un algo ultra poussé, parce que tu es passionné par ces championnats, mais il faut accepter dès que ça soit plus difficile et qu'il y ait moins de value. Soit tu fais du volume comme toi, comme moi, et tu automatises certaines tâches et tu fais plein de championnats, mais tu auras des fois des limites max de mise sur certains championnats qui sont plus faibles, ou des gros bad runs, comme tu as dit, comme des gros good runs. Enfin voilà, faut accepter il n'y a pas la stratégie qui est parfaite, faut accepter le point positif et négatif de chaque stratégie, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Je suis invité à, bah, du coup, sur les vidéos YouTube à poser des questions, commenter, ça tout Mm, fait. Non, bah, sinon, de mon côté, c'est bon. Ça me paraît bon. Un petit point sur le BTC, là, pour terminer, même Bon, si on BTC a fait le 97 tour. 180 là. Attends, je vais rafraîchir la page. Que je l'ai pas. Ouais, c'est ça, 97 180. Voilà. Non, ça peut pas, Non? c'est pas grave. Il est pareil sportif. Il va, il va pas dépasser les 100 000 en direct. Bon, en tout cas, Antoine, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait grand plaisir de t'avoir sur l'émission du Dorado Show et ce podcast. Et grand merci pour toute la valeur que tu as pu apporter dans cette émission, ton temps. Et voilà, j'espère que bah, les gens vont kiffer, que vous aurez apprécié le témoignage et l'interview de Antoine. Et je sais pas, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ou pas du tout? Il y en a qui nous confondent, hein. Bah non, pas du tout, parce que je me suis un Non, peu enlevé ok, des réseaux. ok. Non, Bon bah du coup, momentanément. contactez-moi du coup, hein. Et puis bah Non, après, s'il y a des questions, la vidéo sera sur YouTube, c'est ça? sur YouTube, ouais, vous pouvez poser Bon, des bah, s'il y a questions. des questions dans les commentaires, je passerai à répondre éventuellement. Ok, Voilà, si les gens veulent échanger quelques questions, c'est possible comme ça. Mais ok. sinon, pour moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi aussi, si ça a pu être agréable aux personnes qui nous écoutent, les aider, éviter des erreurs, peut-être Mm, faire quelques déclics. Ah ouais, j'avais pas pensé à ce truc-là. Bon, bah, mm, mm. c'est très bien, on Bah, fait avancer la communauté Paris sportif la ensemble, je pense. communauté est important, comme tu l'as dit aussi, bah, pour terminer, rejoindre des communautés ou s'entourer d'autres parieurs, parce que bon, bah, toi et moi, les gens le savent peut-être pas, mais on échange tous les jours. Et du coup, bah, on se soutient, on s'aide, on se motive, et c'est important pour progresser puis avancer, quoi. Bah, comme tu l'as dit, les parieurs qui gagnent, il y en a pas beaucoup. Alors, les parieurs qui gagnent et qui font du basket, effectivement, c'est bien trouvé, quoi. Du C'est coup, ça. Et de la même ville. on l'a dit souvent en rigolant, mais avec qui d'autre que toi, je peux parler de qu'est-ce que tu penses de Toyama contre Fukushima, Ouais, c'est ça, je sais pas, de moi. Vérone et Poudine en deuxième division italienne, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, et des fois, voilà, même langue, même langue, et puis, bah, comme je l'ai dit, même ville. C'est ça qui est Même ville fou. en plus aussi, ouais. Ouais, ouais. Non, puis bah, ouais, Même ville quand on a dit d'origine, parce Vadron, que il dit, ah, on se dit, Ah, bah, c'est voilà. normal et tout. Allez, go. On va souhaiter un week-end de Bon, merde, etc. Bon, là, le week-end, il va être calme, mais en tout cas, on va ouais, se bah, souhaiter un bon week-end. ça marche. Bah, Bon, bah, merci. écoute, Merci merci à à toi, toi aussi, Antoine. puis à une prochaine en tout cas. À plus. Salut.